Bonjour madame, est-ce que vous pouvez décliner votre identité, me dire quand vous êtes née, où vous êtes née et me raconter commencer à me raconter le début de votre enfance. Alors, je m'appelle Frania Averlan. Je suis d'origine polonaise. Je suis née en 1926 à Tarnów. C'est une ville qui se situe au sud de la Pologne, à 70 km de Cracovie. Je vivais dans une famille de 5 personnes, mes parents et 3 enfants. Mon père était chef d'orchestre. Nous vivions dans un monde de bonheur. Je me sentais protégée par mes parents, en sécurité, jusqu'à l'année 1939. Je dois dire que déjà en 1938, on commençait à ressentir cette atmosphère d'insécurité parce que les Juifs allemands qui vivaient en Allemagne étaient expulsés. Ces gens-là étaient d'origine polonaise, mais qui étaient depuis longtemps en Allemagne. Ils étaient expulsés, ils arrivaient dans ma ville. Donc ma mère s'occupait beaucoup d'eux pour les loger et on commençait déjà à sentir cette atmosphère pas très rassurante. Le 1er septembre 1939, à minuit, la première bombe est tombée sur la gare de Tarnów. Je me souviens qu'il y avait la pendule dans la chambre qui est tombée et qui marquait l'heure minuit. Et depuis ce moment-là, nous vivions pendant 8 jours sous les bombes, jour et nuit. Est-ce que je peux juste, avant que vous parliez de la guerre, moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur votre enfance. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu dans quelle atmosphère vous viviez? Vous aviez des parents musiciens. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur l'ambiance à la maison et l'éducation que vous avez eue, que vous ont donné vos parents? Est-ce que c'était une éducation, une sensibilité musicale? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ça? Eh bien, du côté de mon père, ils étaient tous musiciens. Ma mère était pianiste. Elle accompagnait les films muets. Et quand les films sont devenus sonores, c'était... Elle a perdu son travail? Non. C'était la première chômeuse, disons. Et moi, en tant qu'enfant, j'étais très heureuse. J'allais à l'école communale. Je faisais de la danse. À l'école, j'étais très, très à l'aise. Et étant donné qu'on savait que mon père était chef d'orchestre, on me donnait des responsabilités de, par exemple, diriger une chorale. À l'âge de 11 ans, j'ai dirigé une chorale quand il y avait une matinée de spectacle. Je me souviens, c'était le premier anniversaire de la mort du maréchal Piłsudski. Et alors, à l'école communale, on a fait une matinée et on m'a demandé de diriger la chorale. Donc, mon père m'a initié un peu et je faisais la danse. Je
je faisais de la luge, j'étais une gamine très, très joyeuse et étant donné que je vivais dans une ambiance de musique, quand il y avait des répétitions à la maison, devant les fenêtres, il y avait toujours un attroupement des gens qui venaient écouter la musique. Et je me souviens quand je rentrais à la maison d'école, c'était une pensée d'une gamine, j'étais très fière de rentrer dans cette maison. Mon frère aîné était un violoniste extraordinaire. Je peux dire il est né avec le violon dans son ventre. Moi, j'étais moins douée. Mais bon, on jouait tous d'un instrument. Mon frère cadet aussi. Et nous étions une très grande famille. Et on était très heureux. Tout du moins, je voyais ça comme ça, moi. Sûrement que mes parents avaient des soucis, aussi comme tous les parents. Mais ils m'ont préservé. Je vivais dans une insouciance parce que mes deux frères faisaient des études secondaires et tout ça, ça coûtait très cher. Et bon, jamais j'ai entendu parler à la maison d'un souci d'argent, alors que je suis sûre qu'il y en avait. Et voilà, quoi vous dire de plus. Quel était l'environnement social de vos parents? Est-ce que c'était des gens très engagés à l'extérieur? Enfin, quelles étaient leur vie, oui, sociale? Il y avait beaucoup d'amis, de gens qui passaient? Il y avait beaucoup d'amis du fait déjà de l'orchestre de mon père. Il y avait des répétitions à la maison. Il y avait des amis, bien sûr. Et il était, au point de vue tendance politique, on était obligés, enfin obligés non, mais on était de gauche, socialiste, pas Bund, parce que en Pologne, on ne pouvait pas être de droite. Il y avait un tel antisémitisme que, bon, il y avait des sionistes qui rêvaient d'aller en Palestine. Il y avait des pionniers, mais moi, je me souviens des discussions avec mon frère, entre mon frère et mon père, qu'il n'y a aucune raison. Nous sommes nés en Pologne, nous sommes des êtres humains qui avons le droit de vivre n'importe où et nous sommes nés ici, il n'y a pas de raison qu'on ne nous laisse pas vivre comme tous les citoyens. Ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous n'avons pas le droit de vivre là où nous sommes nés. Et c'était ça les discussions entre mon frère aîné et mon père. Et moi j'écoutais bien sûr et c'était toujours très très intéressant parce que malgré que mon frère était assez jeune, quand la guerre a éclaté, il avait 19 ans, mais c'était quelqu'un de très, très intelligent, très cultivé. Et je m'imprégnais de leurs discussions, un petit peu jalouse parce que il me prenait trop mon père. Mon père n'était pas toujours à la maison, il était souvent en déplacement. Et quand il était à la maison, je voulais l'avoir un peu pour moi. Voilà. Et à la maison, quelle langue vous parliez? Polonais. Polonais? Polonais. Mes parents savaient parler le yiddish, mais aux enfants, on ne parlait pas le yiddish pour la bonne raison
qu'à l'école, si on avait un accent yiddish, si on ne parlait pas le parfait polonais, le pur polonais, on était mal vu. Donc vos parents avaient vraiment ce souci que vous soyez bien intégrés Voilà. dans l'école. Et je dois dire que moi, je ne peux pas dire que j'ai ressenti l'antisémitisme à mon niveau. Nous vivions dans une rue où il y avait des juifs et il y avait des non-juifs en très bonne intelligence. Et il n'y avait jamais de problème. À l'école, je me souviens une fois, à la récréation, il y avait une gamine qui m'a dit « Ne joue pas avec elle, c'est une juive ». Et j'étais très étonnée. Je lui dis « Mais moi, je suis juive aussi ». Et elle me dit « Oui, mais toi, c'est pas pareil ». Voilà. Et à l'école, on séparait pas. Mais disons que quand on commençait les cours, on se mettait tous debout. Les chrétiennes, elles faisaient leurs prières et les juifs assistaient à ça debout avec tout le respect. Et moi, je connaissais plus les prières chrétiennes que les prières juives, je dois dire. J'étais habituée comme ça me paraissait tout normal. Et j'ai pris conscience de l'antisémitisme une fois quand mon frère, qui faisait des études secondaires, il est rentré à la maison désespéré parce qu'il y avait un étudiant qui ne voulait pas être assis à côté des juifs. Et mon frère a dit c'est fini, je ne retourne pas au lycée, je vais être un ouvrier. Et mon père lui a répondu mais tu feras ce que tu voudras, tu seras un ouvrier si tu veux, mais il n'y a aucune raison qu'un ouvrier ne soit pas cultivé. Donc tu fais tes études et tu seras ouvrier quand tu voudras. Et c'était ça, dans le secondaire, il y avait des problèmes parce que le juif était obligé de bien travailler. Sinon, il était exclu. Et il y avait la jalousie, bien sûr, parce que c'était toujours les juifs qui avaient de meilleures notes, qui travaillaient le mieux. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'antisémitisme. Donc vous aviez... c'était juste avant le début de la guerre, en fait? C'était avant la guerre. Avant la guerre, ouais. C'était avant la guerre. C'était jusqu'à le 1er septembre 1939 où tout a basculé, où le cauchemar a commencé. Et juste avant qu'on parle de la guerre, est-ce que vous pouvez me parler de votre éducation religieuse? Est-ce que vous en avez eu une? Et quel était le rapport de vos parents à la religion juive? Eh bien, mes parents et notre famille étaient profondément juives, mais juives laïques. Et je leur garde toute ma reconnaissance d'en m'avoir inculqué justement de vivre en bonne intelligence avec tout le monde. Et ceux qui veulent croire dans une religion respectée, les croyances de chacun, mais nous, on ne croyait pas. On ne croyait pas en Dieu, en l'histoire religieuse, oui. Mais cette croyance un peu fanatique, si vous voulez, nous faisait très peur. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va passer maintenant au temps de la guerre. Donc, comme vous avez commencé à en parler à partir du 1er septembre 1939, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé pour vous, pour votre famille?
à partir de ce moment-là et de l'invasion de la Pologne par les Allemands? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pendant 7 jours, c'était des bombardements jour et nuit. C'était quelque chose d'horrible, bien sûr, parce que les bombes tombaient. Mais par la suite, c'était devenu quelque chose de beaucoup plus léger. 7 jours après, nous étions envahis par les Allemands. Je dois préciser que les Allemands ont envahi la Pologne sans déclaration de guerre. Et lorsque les premières troupes allemandes sont rentrées à Tarnów, ils sont arrivés et on avait reçu l'ordre de leur donner à boire. Alors, on m'a envoyé, moi, avec un seau d'eau pour leur donner à boire parce qu'on s'imaginait qu'une enfant, une adolescente, elle est moins en danger. Parce qu'on racontait des choses qui coupaient les langues, qui coupaient les seins, qui coupaient les oreilles. Et moi, dans mon innocence, quand je voyais les premiers soldats, je me suis dit, mais ils ont les visages humains, c'est pas possible ce qu'on raconte. Donc, volontiers, je suis partie avec mon seau d'eau et je leur donnais à boire. Et je me souviens que ils nous faisaient boire d'abord l'eau avant qu'ils boivent eux. Ils avaient peur qu'on les empoisonne. Et il y a eu à peu près 15 jours de tranquillité. Pas plus. Après, il y a eu des arrestations. Alors, ils arrêtaient des gens pour un oui, pour un non. Un membre de notre famille était arrêté parce que, soi-disant, il était communiste, alors que c'est quelqu'un qui était vraiment très loin du problème. Un voisin était arrêté et on commençait à rafler les gens dans les rues. Parce qu'ils s'installaient, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et très vite, des affiches placardées sur les murs avec des interdictions. Alors, des interdictions, c'était bien sûr la première défense aux Juifs d'aller à l'école. Les banques interdites aux Juifs. On ne pouvait pas sortir à n'importe quelle heure. Et déposer les fourrures. Enfin, des tas de choses. Et il y avait tout le temps des attroupements devant ces affiches parce que tout le monde voulait savoir à quoi s'en tenir. Et moi, un jour, je suis allée chez mes grands-parents paternels parce qu'ils étaient âgés et ils avaient peur de sortir dans la rue. Et en revenant de chez eux, j'ai assisté à quelque chose qui m'a paru très bizarre. Et il y avait une caméra dans la rue, il y avait des SS, et il y avait un juif pieux avec la barbe. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils l'ont sorti, et ils l'ont obligé à se jeter sur un Allemand. Et je ne comprenais pas très bien parce que ça se répétait plusieurs fois. Et je me suis mis dans une porte cochère en face et j'observais un peu. Et ce juif, il s'est jeté sur un soldat, sur un Allemand. Et je suis rentrée à la maison effrayée et je racontais ça à ma mère.
parce que je dois vous dire que mon père n'était déjà plus à la maison. J'ai raconté à ma mère ce que je viens de voir et ma mère m'a expliqué que c'était pour la propagande allemande, pour leur montrer que les soldats allemands sont attaqués par les Juifs. Alors, mon père, pourquoi il n'était déjà plus à la maison? Je me suis trouvée chez des amis qui habitaient pas loin de chez nous. Et c'était des bâtiments en U. Au milieu, il y avait un jardin. Et on voyait par la fenêtre un taxi, une voiture. À l'époque, à Tarlan, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et c'était une voiture allemande, mais on ne pouvait pas s'approcher trop près de la fenêtre. Et la maman de mon amie, elle m'a dit, surtout, ne vous approchez pas vers la fenêtre. Et peut-être 5 minutes après, on entend tambouriner à la porte. Aufmachen, aufmachen, Gestapo. Ouvrez, ouvrez, Gestapo. Et le monsieur, c'est une famille qui s'appelait la famille Ablezer, qui faisait partie de l'orchestre de mon père. C'était un ancien officier de l'armée polonaise, juive, qui était dans l'orchestre militaire. Lorsqu'il a pris la retraite, il est rentré dans l'orchestre de mon père. Et la Gestapo est rentrée et ils ont demandé qui j'étais. On leur avait dit que je suis une enfant des amis. Ils ont perquisitionné, bien sûr, la maison. Ils ont tout fait sortir de l'armoire. Tout était retourné. Et ils ont dit à ce monsieur Ablezer de le suivre. Et ce monsieur était en train de faire les exercices d'un violoniste. Et je le vois encore, pendant qu'ils étaient là, la Gestapo, lui, il était là, avec son violon et son archet dans l'autre main, effrayé. Et quand ils avaient fini, ils lui ont dit de le suivre. Ils lui ont dit en allemand, Sie können den Geige mitnehmen. Vous pouvez amener votre violon. Et il est parti. Et bien sûr que c'était le drame dans la maison. Et moi, je n'osais plus rentrer chez moi. Je ne savais pas comment leur présenter cette histoire. Et quand je suis arrivée à la maison, c'était déjà après le couvre-feu. Donc mes parents étaient très inquiets pour moi. Et quand je suis arrivée, ils étaient tous là, en train de me disputer. Mais enfin, tu ne te rends pas compte dans quel souci le couvre-feu est depuis longtemps. Et toi, où étais-tu? Et j'étais tellement terrorisée, j'étais blanche, je ne savais pas comment leur annoncer ça. Et je dis, Monsieur Ablezer a été arrêté par la Gestapo. Mes parents se sont regardés et dans la nuit, parce qu'on se déplaçait beaucoup la nuit, du fait qu'il y avait moins d'Allemands dans les rues. Il a fait son petit baluchon et il est parti. Il a quitté la maison. Donc nous étions, vous voyez, tout de suite concernés par le drame.
Alors, où il est parti, je n'en sais rien. Mais j'avais une telle confiance que ces musiciens vont le protéger parce que, je dois encore venir un petit peu en arrière, l'anniversaire de mon père était le 1er juillet. Et le 1er juillet 1939, mes parents m'ont amené au cinéma. Nous sommes rentrés à la maison un petit peu vers 11 heures du soir, et au fur et à mesure qu'on approchait vers la maison, on était un petit peu effrayés. On voyait une foule de gens, plein de monde. Et quand on s'est approché, eh bien, ils se sont mis à chanter en polonais « Bon anniversaire ». Ils l'ont soulevé, mon père. Et il y en a un qui a crié, je traduis du polonais, « Maître, pour vous, on sautera dans le feu ». Vous voyez, ça c'était le 1er juillet 1939. La guerre a éclaté en septembre. Mon père s'est trouvé en difficulté à peu près en octobre, novembre. Et j'ai su après qu'il n'a trouvé aucune aide. Mes frères étaient raflés dans la rue par la suite pour des travaux obligatoires. Je suis donc restée à la maison toute seule avec ma mère. Du fait de cette incertitude, de cette bouleversement, on n'arrivait plus à... on se couchait même habillé parce qu'on s'attendait à chaque instant que la Gestapo vienne arrêter mon père. Et il y avait un monsieur qui était raflé dans la rue et qui faisait le ménage dans le bureau de la Gestapo. Et il est venu à la maison en disant, il ne savait pas que mon père était déjà caché, qu'il faut que mon père il quitte la maison parce que sur le bureau de la Gestapo, il a vu la photo de mon père. Et effectivement, quelque temps après, la Gestapo est venue à la maison. Je n'étais pas à la maison. On me l'a caché pendant très longtemps. Ils ont demandé où était mon père et ma mère, elle a dit qu'il est parti en exode et qu'il n'est pas revenu. Et ils lui ont répondu qu'ils vont se renseigner et si c'est pas vrai, ils vont tous nous arrêter. Voilà. Alors, bon, ma grand-mère est décédée de faim, bien sûr. Tout de suite après mon grand-père. Et ils ont fait un recensement. Alors, dans ce recensement, on avait reçu des cartes de documents. Et les adultes, enfin, je ne sais pas si tous les enfants, en tous les cas moi, j'ai eu un tampon qui était différent de celui des adultes. Les adultes avaient un tampon avec un aigle, et le mien, et d'autres enfants aussi, avec un K. Évidemment qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire. Après, j'ai su que ça voulait dire contingent. Contingent, ça veut dire un certain nombre de personnes
qui devaient être déportés. Mais voilà. Mais à l'époque, on ignorait tout. On ignorait tout. La seule chose que ma mère savait, moi j'étais complètement ahurie, que j'étais en danger. Et c'est là qu'elle commençait à me cacher. Parce qu'il y avait des affiches qu'il va y avoir une action. Alors, une action, on ne savait pas à quoi ça correspond. En tous les cas, il nous préconisait, enfin, il nous ordonnait de rester à notre domicile, les fenêtres fermées, les persiennes fermées, défense de sortir jusqu'à nouvel ordre. Et ma mère, elle m'a dit, on va aller se cacher. Alors, elle m'a amenée dans un appartement au rez-de-chaussée où on a soulevé une trappe où il fallait descendre quelques marches et je pensais que ma mère allait me suivre. Elle a lâché ma main. Et je me suis retournée et je dis, mais tu viens pas avec moi? Elle m'a dit, non, va, sois tranquille, je viendrai te chercher. Et je suis descendue dans cette cave. Tout de suite, je n'ai pas réalisé dans l'obscurité. Mais quand je me suis habituée à cette lumière, je me suis aperçue que je n'étais pas toute seule. Il y avait dans un coin un monsieur âgé et dans un autre coin une femme qui allaitait son bébé. Allaitait ou pas, elle le tenait près de son sein. Et je me suis installée dans un coin. Personne ne m'a dit un mot. J'avais l'impression que je n'étais pas désirée. Et puis, dans l'après-midi, j'entendais des coups de feu, des cris. L'os, chenel, des coups de feu, des chiens qui aboyaient. Et dans cette cave, il y avait une petite fenêtre. Je crois qu'on appelle ça une Vespasienne, non? Ouais. C'est que je ne me souviens pas s'il y avait une vitre, si c'était ouvert, je ne me souviens pas. Mais je voyais les bottes des Allemands et les chiens qui reniflaient. Et je me suis dit, ça y est, on est découvert. Et ce monsieur s'est mis à tousser. Et cette femme, elle a attrapé son enfant et elle l'a mis dans un coffre. Et elle a baissé le couvercle parce que l'enfant a commencé à gémir, à pleurer. Et elle a dit à ce monsieur, arrête de tousser, on va nous découvrir. Et j'étais absolument terrorisée. Et je me suis fait la réflexion, mais cet enfant, elle va l'étouffer. Et quand ça s'est un peu calmé, elle a sorti ce bébé. Et je ne me souviens pas exactement combien de temps ça a duré. Je crois que j'ai passé la nuit là-dedans aussi.
Et ma mère est venue me chercher. Et je dois dire que pendant que j'entendais les coups de feu et les cris, je me suis fait la réflexion, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un encore pour venir me chercher? Bon, ma mère est venue me chercher et je sais qu'elle a embrassé cette dame-là qui m'a permis de me cacher. Et on a fermé la trappe et sur cette trappe, on a poussé une armoire. Et la dernière planche de l'armoire, on a entassé du linge. Et ces gens-là sont restés dans la cave. Et à plusieurs reprises, j'étais cachée comme ça, dans des caves, dans des greniers. C'était pas toujours facile pour ma mère de me trouver un endroit pour me cacher. Je me souviens que mon père, je l'ai vu, si on peut dire que je l'ai vu, au petit matin, venir à la maison. Et alors, bien sûr, c'était dans le grand silence pour pas éveiller l'entourage. Et j'avais pas le courage de le regarder. Il était tellement défait, tellement changé. Il se dirigeait vers l'armoire et il prenait du linge, il prenait des vêtements. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait qu'il paye, puisqu'il n'y avait pas d'argent, que c'était avec ça qu'il payait les personnes qui l'ont caché et que rien n'était gratuit. Et quand il partait, je faisais semblant de dormir parce que je sanglotais tellement dans le silence. J'avais pas le courage de le regarder et j'avais peur de faire une crise d'hystérie et qu'il aura encore bien plus de chagrin. Alors il est parti, il m'a embrassé et je faisais semblant de dormir. Je dois aussi dire que nous avons été obligés de nous séparer. Nous avions une employée de maison que j'ai toujours vue à la maison. Je l'ai toujours connue. Elle était, depuis ma naissance, elle était à la maison. Et du fait qu'elle n'était pas juive, et les juifs n'avaient pas le droit d'avoir du personnel, elle était orpheline, elle n'avait pas de famille, nous étions sa seule famille. Elle était obligée de nous quitter. Et c'était un drame. Et étant donné qu'elle n'avait aucune dépense, donc l'argent qu'elle gagnait, elle disposait de son argent. Elle était illettrée. Elle ne savait pas écrire. Mais je ne sais pas de quelle manière elle s'est débrouillée. Et dans les premiers temps, elle aidait ma mère un petit peu. Ça, je tiens à préciser parce que c'était tellement rare. Et c'était ma deuxième mère, cette personne-là. Alors voilà. Et puis par la suite... Restez au moment où votre mère vous cache à plusieurs reprises. Oui. Et donc vous voyez revenir votre père aussi. Est-ce que pendant ce temps-là, vous aviez des nouvelles de vos frères qui avaient été raflés? Oui, mes frères exerçaient des travaux forcés, mais ils rentraient à la maison le soir. Éreintés, bien sûr, fatigués.
Mais de temps en temps, je dois dire qu'ils nous amenaient un peu, on leur donnait un petit peu de nourriture. Donc eux, ils se privaient et ils nous ramenaient un peu de nourriture. Et ce qui était le plus tragique, c'était, il y a eu d'autres actions. J'ai connu 3 actions avant le ghetto. La dernière action, elle a duré 3 jours et 3 nuits. Ça paraît une éternité. Et c'était un vrai massacre. C'était un vrai massacre, étant donné que nous étions obligés de rester enfermés. Donc, il n'y avait aucune communication. Et quand ils sont rentrés dans notre rue, on s'est guidé selon les cris des Allemands, les coups de mitraillette, les aboiements de chiens, toujours pareil. Et c'était quelque chose d'infernal. Après les 3 jours, lorsque ça s'est calmé, on a vu quelqu'un, un garçon, qui passait devant notre maison. Il était fou, il était devenu fou. Ses vêtements complètement déchirés. Et ma mère lui demande, je me souviens plus de son prénom, c'était quelqu'un de la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il a répondu, ils sont tous morts. Alors, on a commencé à se partager, à aller dans les familles pour voir ce qui se passait. Moi, on m'a dit d'aller au bout de la rue. Il faut dire que j'habitais dans une petite rue. Et la première maison, c'était la famille du côté de ma mère, la famille Blatt. Ma mère me dit, tu vas chez les Blatt, voir qu'est-ce qui se passe, si tout va bien chez eux. Et je suis allée dans la famille Blatt et quand je suis rentrée, il n'y avait pas un seul survivant. Il y avait juste un bébé qui gisait parmi ces cadavres et qui braillait, qui pleurait et qui était éclaboussé plein de sang. Alors je ne sais pas s'il était blessé, si c'était le sang des autres. Et moi j'étais complètement paralysée. Je ne savais pas comment faire. Je n'osais pas enjamber les cadavres pour aller chercher ce bébé. Et mon corps m'a paru tellement lourd, tellement difficile à bouger. J'ai dû faire un malaise après parce que je ne me rappelle plus de rien. Je me suis retrouvée à la maison. Quand je suis revenue à moi, c'était mon frère aîné qui est rentré et qui a dit que mon oncle et ma tante, avec leur petite fille qui avait 5 ans, mon oncle avait une petite école de musique. Tous les 3 étaient assassinés. Et voilà. Et il y a eu plein de cadavres dans les rues.
des cadavres entassés les uns sur les autres. On a dû dégager, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer par les mots, ce qu'on peut ressentir dans des moments comme ça. Et il y a eu, bien sûr, énormément de gens déportés. J'ai dit déportés parce qu'on sait maintenant qu'ils étaient déportés, mais à l'époque, des gens qu'on a embarqués dans des camions qui sont partis, mais où? Pour faire quoi? On n'en savait rien. Et après, on nous a obligés de quitter la maison. Tous les Juifs, on nous a entassés dans un quartier. Et nous étions entassés dans des appartements par chambre, peut-être une dizaine par chambre. Il y en a qui dormaient dans des lits, il y en a qui dormaient par terre. On s'arrangeait comme on pouvait. Et c'était, on appelait ça déjà le ghetto. Et on a formé un bureau juif qu'on appelait Judenrat et des surveillants qui organisaient la vie dans ce quartier. Des surveillants qu'on les appelait OD, OD-man, qu'on ne les portait pas dans notre cœur. Mais bon. Et nous avons vécu je crois, plusieurs mois ou peut-être un an dans ce quartier. Parce qu'après, on a entouré un autre quartier avec les planches de bois, on a fermé. L'autre ghetto, nous avons entassé dans le ghetto fermé. Et ce ghetto fermé, alors je dois vous dire que quand on nous a enfermés dans le ghetto fermé, ma mère, elle a disparu. Vous l'avez perdue? Je ne saurais pas vous dire. Dans la tourmente, parce que rien ne s'est passé calmement. Dans le transfert, vous avez... Dans le transfert, c'était des coups de matraque, c'était Schnell, les gens couraient, on avait peur de se retourner. Je sais seulement que j'étais parquée dans ce ghetto avec mes deux frères. Et quand j'ai demandé à mes frères où était maman, mon frère aîné m'a dit « Ne t'inquiète pas, elle est partie rejoindre papa. » Vous savez s'il vous a dit ça pour vous rassurer? Absolument. Il n'en savait pas plus que vous. En fait. Sur le moment, je l'ai cru. Ça m'a rassurée. Sur le moment, je l'ai cru. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu ce qui se passait, et la tournure que ça prenait, vous avez compris. J'ai compris. J'ai compris, soit elle était assassinée sur place, soit elle est partie dans les camions avec les autres. Et ce que je me reprochais, moi, c'est ne pas avoir été près d'elle. J'ai pas compris cette séparation.
Et le ghetto fermé, il y avait le ghetto A et ghetto B. Alors, quand le ghetto fermé, j'avais déjà eu à peu près 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. J'étais considérée comme une apte au travail. Donc, je faisais partie, parce qu'on était sélectionnés, je faisais partie des gens qui étaient obligés, on était bien contents d'aller travailler, parce que ça nous rassurait un peu. Du moment qu'ils ont besoin de nous, c'est une survie. Donc, j'ai été sélectionnée pour aller travailler. Et le ghetto A ou B, je confonds un petit peu, où il y avait... parce qu'ils ont rassemblé dans ce ghetto des environs, des villages environnants. Oui, ils ne pouvaient pas exterminer, ils ne pouvaient pas déporter tout le monde à la fois. Donc, ils groupaient les gens. Et alors, dans l'autre ghetto, les gens qui n'étaient pas productifs, qui n'étaient pas aptes au travail, ils étaient livrés à leur propre sort, sans nourriture, sans aucune surveillance, rien. Et un dimanche, on ne travaillait pas. Je suis allée dans ce ghetto avec l'espoir que peut-être que je trouverais quelqu'un que je connais, quelqu'un de la famille. Et ce que j'ai vu, c'était tellement horrible. Tellement horrible. Ces gens étaient des petits enfants qui erraient dans les rues, qui étaient sales, la morvonnée, qui pleurait, qui avait un regard désespéré, sûrement qui n'avait plus de parents. Et des gens, ils demandaient des nouvelles, ce qui se passait dans notre ghetto. Ils nous disaient qu'on a de la chance, qu'ils n'ont pas de nourriture, qu'il y a des gens malades, il y a des gens qui meurent. Et quand je suis retournée dans mon ghetto, et j'ai raconté ça à mon frère, je me suis fait disputer. Il me dit, mais il ne faut pas aller là-bas, il y a des maladies contagieuses. Tu ne peux pas avoir ça parce que sinon tu vas être complètement découragé. Il ne faut plus que tu recommences, ne pense pas que tu retrouveras quelqu'un, il n'y a plus personne. Voilà. Alors, nous avons vécu dans ce ghetto en travaillant jusqu'à 1942, jusqu'à la liquidation du ghetto. Alors, la liquidation du ghetto, c'était la sélection. C'était un nouveau massacre, puisqu'ils cherchaient à diminuer le plus de nombre de personnes qui leur donnaient un travail immense pour liquider tous ces gens-là. Ils ne pouvaient pas déporter tout le monde, donc ils supprimaient les gens sur place. Et alors, ils nous ont rassemblés tous sur une place, ancienne place des autobus, et ils nous ont ordonné de se mettre à genoux, les mains derrière la nuque, et ils procédaient à la sélection, c'est-à-dire chaque rang, le premier rang devait se lever et
il sélectionnait les gens selon leur aspect. S'ils étaient encore aptes au travail ou ils sélectionnaient surtout des jeunes. Et moi, j'avais l'idée idiote, comme on n'avait pas le droit de prendre des affaires, j'ai mis le plus d'affaires possible sur moi. Et j'avais un manteau vague où j'avais les boutons. C'était un manteau qui était fait sur mesure. Les boutons, c'était très à la mode. Les boutons étaient couverts de tissus. Et ma mère, elle me dit, surtout, par n'importe quel temps, que ce soit l'hiver ou l'été, tu ne te défais pas de ton manteau. Parce que dans les boutons, tu as quelque chose que ça peut te servir si jamais on nous sépare. Bien sûr que quand elle m'a dit ça, elle ignorait ce qu'il allait suivre. Et alors, quand on a sélectionné mon rang, quand il fallait se mettre debout, en face, j'ai vu un groupe des gens sélectionnés déjà. Ils étaient tous jeunes. Et parmi ceux-là, il y avait mon frère aîné. Je n'ai pas vu mon frère cadet. Et dans la sélection, du fait que j'avais l'aspect un peu bizarre, j'ai bien vu à leur regard que mon sort est décidé. On m'a dit de me diriger vers ce groupe-là. Et ce groupe-là, je savais qu'il était mauvais parce qu'il y avait des enfants, des personnes âgées. Oui. Ce que j'oublie de vous dire aussi, et je dois vous dire que dans les rangs, il y avait une femme qu'on a obligée avec un nouveau-né, c'est une femme que je connaissais. Elle est arrivée pieds nus avec les cheveux défaits, avec d'autres personnes, qu'on a dû sortir d'une cachette. Et alors elle, on l'a obligée de se mettre dans le premier rang. Et quand on nous a sélectionnés, elle, avec ce bébé, on lui a dit de se diriger vers ce groupe qui était sur le côté. Et elle avait ce nouveau-né dans les bras et elle a reçu une matraque. Et elle a trébuché. Et elle a trébuché et ce bébé est tombé. Et deux soldats, ça les faisait rire. Ils se sont mis à jouer au football avec ce nouveau-né. Et cette femme, elle se retournait. Et bien sûr, une nouvelle matraque sur la tête. Ils lui ont fait signe d'aller se ranger là-bas. Alors je reviens à moi. Alors quand j'étais sélectionnée, on m'a dit de me diriger vers le même groupe. Donc je savais que c'était mauvais. Et quand le groupe était assez nombreux, il nous dirigeait, enfin ce groupe-là, il dirigeait vers les camions. J'ai pas vu ces camions, j'ai entendu le bruit des camions quand ils partaient. Je ne sais pas s'ils étaient bâchés ou non,
Mais au moment où je passais, je passais sur le bord du groupe parce que je voulais faire un signe à mon frère. Mais mon frère, il m'a vu de loin et il m'a tiré par le bras. Pour vous faire rentrer. Et il m'a fait Dans son rentrer groupe. dans ce groupe. Et c'est comme ça que j'étais sauvée. Alors comment ça s'est terminé? Parce que bon, je peux encore raconter beaucoup de choses. C'est que ce groupe-là, nous avons été amenés, bien sûr on a séparé les hommes et les femmes, et en rang, on nous a amenés à la gare, et on nous a entassés dans les wagons plombés. C'était le premier voyage vers une destinée inconnue, parce que jamais il nous disait où on allait. Et c'est toujours avec la même méthode, des coups, des chiens qui nous sautaient dessus, des injures. Schweine, verfluchte Jude, schnell, schnell. Et on a enfermé les wagons et on entendait d'extérieur les SS qui se communiquaient les chiffres selon le nombre de personnes qui étaient dans les wagons. Et on a débarqué à Plaszow. Le voyage a duré longtemps? Eh bien, de Tarnów à Plaszow, c'était à peu près 70 km, 75 km. Mais ça nous a paru une éternité. Parce que le train ne roulait pas toujours. Il s'arrêtait, il démarrait. Et pendant ce temps-là, eh bien sûr, il n'y avait pas de ravitaillement, il n'y avait pas d'eau. Et il n'y avait pas de possibilité d'aller aux toilettes. Et puis vous étiez entassés très nombreux. On était entassés très nombreux et on se demandait où on allait, mais on se consolait quand on se regardait les uns et les autres. On était assez confiants, on disait il faut tenir bon, on est jeunes, ils ont besoin de nous, ils nous amènent pour travailler. Et on a débarqué à Plaszow. Alors je dois vous dire que dans les ghettos, j'étais dans la même chambre et j'ai travaillé dans le même atelier de confection. On faisait des uniformes pour Allemands avec une gamine qui prenait des cours chez mon oncle de musique. Elle faisait du violon, moi du piano. Et on se retrouvait ensemble, on habitait ensemble. Et on a été sélectionnés ensemble et on a débarqué à Plaszow ensemble. Mais mon frère cadet, il a disparu. Arrivé à Plaszow, alors on passait par la douche, bien sûr. On
on nous enlevait tous nos vêtements. Et je me souviens qu'on attendait longtemps avant de passer à la douche. On faisait la queue. Et il y avait une femme à côté de moi. On nous distribuait comme nourriture du tapioca. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est du tapioca. Mais ce tapioca était très épais. C'était comme une colle. Et malgré qu'on avait terriblement faim, ça ne passait pas. C'était immangeable. C'était immangeable. Et la femme à côté de moi, elle avait une bague. Je ne sais pas si c'était un diamant ou quoi. Elle avait un bijou qu'elle avait mis dans son récipient. Seulement quand il fallait passer à la douche, on nous a enlevé ces récipients. Et cette bague, elle l'a mis dans son vagin. On est passé à la douche. On nous a donné des vêtements. Et on a été bien sûr sélectionné, chacun, la distribution du travail où on devait aller. Alors mon premier travail était la carrière. À Plaszow, on poussait des wagonnets, on entassait des pierres, mais alors des pierres terriblement lourdes. On entassait dans les wagonnets, alors il y en a qui poussaient les wagonnets et il y en a d'autres qui suivaient. Alors, je n'ai pas compris ce genre de travail parce qu'on déchargeait ces pierres des wagonnets. Il y avait un autre groupe qui était là-bas qui les rechargeait et on poussait les wagonnets dans l'autre sens. À ce travail, il y avait beaucoup de gens qui tombaient. Et on avait un commandant du camp de Plaszow, donc on ignorait. On a vite fait sa connaissance, parce que c'était quelqu'un de diabolique. Il observait les gens, et si les gens trébuchaient ou étaient trop épuisés par le travail, et bien tout simplement, il les fusillait. Par chance, si on peut appeler ça une chance, ils avaient besoin d'un groupe pour travailler dans les constructions des baraques. Parce que comme ils ramenaient les survivants dans ce camp de Plaszow, il n'y avait pas assez de baraques pour tous ces gens-là. Donc il fallait construire les baraques. Et j'étais donc obligée de... Vous avez changé de... Vous avez On m'a quitté la donné carrière. une pelle et je devais creuser le sol. Et ce travail était terriblement dur et nous étions gardés par des Ukrainiens volontaires qui étaient mis au service des Allemands. On les appelait, je ne sais plus, il y en a qui les appelaient les Verts, il y en a qui les appelaient les Noirs. Ils étaient très méchants. En plus, il fallait se méfier parce qu'ils comprenaient le polonais. Alors, il fallait faire attention à ce qu'on disait. Et si on s'arrêtait on voulait se reposer un petit peu, il nous tapait franchement, il cognait. Et je me souviens que c'était l'hiver et le sol était gelé. Et je n'arrivais pas à enfoncer la pelle
dans la terre. Et je dis à ce surveillant, j'ai dit, mais c'est impossible, je n'arrive pas à creuser. Il m'a dit, si tu n'arrives pas, c'est que tu fais du sabotage et on va t'amener sur la colline. Et à Plaszow-la-Colline, j'ai fait une expérience personnelle par la suite. C'était là où on exterminait les gens. Alors après, il y avait un autre travail. Mais il faut dire que ce camp de Plaszow, il n'y avait pas de lumière dans les baraques. Il n'y avait pas d'hygiène. Il y avait des maladies contagieuses. Il y avait des poux énormes. Et pas seulement les poux dans les cheveux. Parce qu'à Plaszow, on ne rasait pas les têtes, non. Mais les poux corporels. Et ces poux corporels se nichaient dans les coutures, en dessous les bras. Et c'était des poux gigantesques. C'était des poux qui étaient transparents. Et on avait toujours, dans les moments les plus tragiques, un mot pour sourire. On disait que ces poux, même les poux, avaient la croix gammée. Et il n'y avait pas beaucoup de fenêtres dans ces baraques. Et quand on arrivait à la fin de la journée, on voulait se dépouiller. Tout le monde se précipitait vers la fenêtre pour voir clair. Et c'est comme ça que, bon, j'ai eu des tas de maladies. Alors, après, il y a eu une sélection et on a demandé qui est-ce qui sait faire la couture. Étant donné que dans le ghetto, j'ai travaillé, je dis que moi, j'ai travaillé comme couturière. J'ai donc été admise à travailler dans un atelier qu'on appelait Großschneiderei. Et nous étions assez nombreux là-dedans. Alors cette amie dont je vous parlais, qui s'appelait à l'époque Tusha Wiener, elle s'appelle maintenant Hélène Dorman, et elle vit aux États-Unis. Elle travaillait avec moi, mais j'étais tout le temps malade. D'abord, j'avais fait une furonculose. Et j'avais un furoncle qui s'est niché en dessous l'ongle. Alors, j'allais à l'infirmerie. On appelait ça à Plaszow Krankenstube, où il y avait une petite pièce où il y avait quelques lits seulement pour des malades à courte durée. Et je demandais à me faire quelque chose pour ce doigt qui me faisait hurler. J'avais d'autres furoncles, mais ce doigt me faisait très souffrir. Et le médecin qui s'occupait de moi, il m'a dit, eh bien, allonge-toi, on va s'occuper de toi. Je m'allonge et il prend une pince et il me tire l'ongle sans aucune anesthésie. J'ai tellement ressenti la douleur jusqu'au bout des ongles. Et j'ai crié,
Et le médecin dit, je me demande si elle sait aussi bien chanter que crier. Et l'autre médecin à côté dit, elle doit bien chanter parce que son père était chef d'orchestre. Je vous assure, je ne sais pas, mais je n'ai plus ressenti de douleur. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui me connaît, qui sait qui je suis. Je faisais facilement des syncopes. J'ai dû faire à nouveau une syncope. Mon frère est venu me chercher dans la soirée. Enfin, il a appris que j'étais à cette Krankenstube. J'ai commencé à ne plus pouvoir parler. Je n'avais plus envie de parler, de dire quoi que ce soit. Et une autre fois, comme je souffrais de rhumatisme articulaire aussi, je ne savais pas que c'était ça que j'avais. J'ai su ça après la guerre, oui, mais j'avais tout le temps la fièvre et j'étais pas bien. J'étais donc quelqu'un qui allait souvent à la Krankenstube et on me connaissait bien. Le docteur Gross et sa femme qui dirigeaient cette Krankenstube, supervisée bien sûr par les nazis, par les Allemands. Il me connaissait bien, sa femme, elle m'appelait même la triste Francisca. Voilà. Et un jour, j'avais une forte fièvre et ils m'ont hospitalisée pour quelques jours. Et tout en sachant que c'était dangereux d'être malade, moi j'étais à bout de force. C'était des draps propres dans un lit. Je trouvais ça beau. Et c'était l'inconscience de mon âge aussi. Hein? Et c'était mon frère qui tremblait pour moi. Donc pendant toute cette période, vous voyez votre frère de temps Le à soir. autre, le soir. Après le travail, oui, on avait le droit de se voir. D'accord. Oui. Mais vous n'étiez pas dans la même baraque? Vous étiez Ah non, séparés, hommes absolument et pas. femmes? Le camp d'hommes était séparé, le camp de femmes. Et alors, pendant ce séjour dans cette Krankenstube, il y avait une femme qui gémissait tout le temps. Elle avait des cheveux blancs et elle disait « Je suis pas vieille, mes cheveux sont devenus blancs d'un seul coup. Ils vont croire que je suis vieille, que je peux plus travailler. » Et nous, dans cette salle, on était tous malades et fatigués. On la disputait même un petit peu. On lui disait « Mais tais-toi, on est fatigués. On veut se reposer. » Ce qui était très injuste, mais bon. Et de temps en temps, il y avait souvent une inspection des médecins nazis. Et ce jour-là, il y avait l'inspection qui est passée. Alors, ils étaient 2 ou 3, je ne me souviens plus très bien. Et derrière eux, ce docteur Gross, qui était le chef de la Krankenstube, et le médecin nazi regarde cette femme et il lui fait « Et elle se lève,
l'inspection sort de la pièce, la chambre, elle se dirige vers la fenêtre et elle saute par la fenêtre. Elle disparaît. Bon, l'affolement. Toute la commission revient, parce qu'ils étaient avertis que cette femme a sauté par la fenêtre. Et ils nous ordonnent toutes de se lever, de nous mettre en rang. Allez-y, si vous voulez reprendre. Nous nous sommes mis en rang par 3 et ils nous ont amenés sur cette fameuse colline qu'on appelait Huiova Gurka. C'est quelque chose que je n'osais pas répéter avant parce que c'est un mot grossier. Et en traduction, ça veut dire la colline des couilles. D'où ça vient? Du polonais, Pardon? C'est du polonais. Oui. D'où ça vient cette appellation? Je n'en sais rien. On suppose que les premiers fusillés devaient être les hommes. Alors, on est arrivé vers cette charnière. Il y avait une grue qui creusait le trou. On nous a dit de nous déshabiller. On était encadrés par ces Ukrainiens et les Allemands. Et puis d'un seul coup, on voit arriver sur un vélo un Odeman, un surveillant de la police juive, de l'intérieur du camp, qui donne au responsable un papier. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier? Je n'en sais rien. Je ne saurais jamais. Je sais que l'Allemand était tellement en colère, il criait, qu'il s'est mis à nous fouetter. Et il nous a dit de nous habiller, oh, c'était vite fait, puisqu'on nous a amenés dans cette chemise. Et nous sommes rentrés dans le camp, parce que la colline était en dehors du camp, enfin, faisait partie du camp. Et je suis rentrée dans ma baraque en me promettant de ne pas raconter ça à mon frère. Seulement, ça s'est su très très vite, parce que c'était quelque chose qui ne s'est jamais produit. Que les gens soient amenés sur la colline et qui sont revenus vivants. Et mon frère m'a supplié de ne plus jamais aller à cette Krankenstube, que c'était beaucoup trop dangereux. Pardon, vous étiez toujours aussi malade? Toujours aussi malade. Mais le chef de l'atelier où je travaillais, c'était quelqu'un de ma ville qui connaissait mon père et que mon frère était quelqu'un qui était respecté et que je suis par la suite qui avait eu des contacts avec la résistance extérieure. Et alors le chef de cet atelier me permettait d'aller m'allonger quand j'étais
trop fatiguée, quand j'avais trop de fièvre, sur le baluchon des uniformes et sur le côté. Seulement, j'ai attrapé le typhus. Alors là, c'était plus question de ne plus aller. C'est eux qui m'ont obligée d'aller dans un secteur des contagieux. Alors, dans cet hôpital de contagieux, les malades m'ont rassuré au moins de ne pas avoir peur que les Allemands ne viennent pas ici parce qu'ils ont peur de la contagion. Alors bien sûr, de cet hôpital de contagieux, il n'y en a pas eu beaucoup de survivants. Moi, par quel miracle je me suis sortie, je n'en sais rien. Est-ce qu'on vous fournissait des médicaments? On vous soignait? Ou c'était juste... Je n'en sais rien. Je ne crois pas. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'étais dans le commun. Je n'étais pas toujours consciente. Parce que je sais que par moments, les malades qui étaient à côté, qui étaient d'une autre maladie contagieuse, pas forcément le typhus, j'entendais des voix, elle revient à elle. Vous voyez? Il y avait une dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait comme maladie, elle avait les lèvres, c'était que de la croûte. Et bon, je suis sortie de cet hôpital. J'étais intégrée à nouveau à mon travail, mais j'étais tellement affaiblie. Et dans la première sélection, j'étais sélectionnée inapte au travail. Et c'était pour moi quelque chose de tellement catastrophique parce qu'à Plaszow, on entendait déjà le front des Russes, des canons. Vous saviez un peu ce qui se passait à l'extérieur? Oui. Et on commençait à avoir un peu d'espoir. Et le front s'approche, s'éloigne. Les jours où on n'entendait pas les canons, on mettait l'oreille par terre pour entendre la terre résonner. Et ça tombait juste au moment de la fête juive Yom Kippour. Et je me souviens que quand on marchait en rang, personne ne parlait. Tout le monde était tellement silencieux. Déjà, il y a des gens qui pensaient à leur famille, bien sûr, ce jour-là. Plus cette espérance de survie. Et les Allemands, eux, ils savaient que c'était Yom Kippour. Et ce jour-là, eux, c'était le plus grand crime qu'ils commettaient ce jour-là. Et ils nous ont fait sortir de nos baraques un soir à l'Appel-Place avec des haut-parleurs et ils nous ont fait un speech comme quoi de ne pas se réjouir que si jamais, et que ça ne se reproduira pas, mais si jamais nous pensons qu'ils peuvent perdre la guerre, que nous serons exterminés, je ne me souviens plus très bien, ils ont dit, si ils perdent à minuit moins 5, nous serons tous exterminés. C'était dans ce sens-là que le speech a été fait. Voilà. Et alors j'étais sélectionnée, inapte au travail, avec mon amie Toucha. Et là, à nouveau, le wagon plombé vers une
destination inconnue. Seulement dans le wagon, on parlait. Et il y en a qui disaient, pourvu qu'on ne soit pas envoyé à Auschwitz. Alors il y en a qui ne prononçaient pas vraiment le nom Auschwitz, ils disaient là-bas, parce que là-bas on rentre par la porte et on sort par la cheminée. Tout ça, on ne savait pas ce que ça voulait dire, bien sûr. Et puis bon, toujours le même programme, pas de nourriture, pas d'eau, pas de toilette. Et le voyage a duré longtemps. Même si de Plaszow à Auschwitz, la distance est très courte. Je crois que ça fait à peu près 50 kilomètres. Alors, bien sûr que dans le wagon, il y avait des gens qui mouraient. Il y en a d'autres qui étaient plus capables de tenir debout. Arrivé à la destination, on a ouvert les wagons et on nous a fait sortir avec le même rythme. Schnell, schnell, à coups de matraque avec des chiens. Et là, c'est la première fois que j'ai vu des hommes qui étaient là, sur la rampe, avec des costumes rayés. Et pas très loin, il y avait un étang. Et certaines personnes se dirigeaient vers l'étang pour boire. On était tellement assoiffés parce qu'avoir faim, c'est terrible, mais avoir soif, c'est quelque chose d'insoutenable. Et ces hommes-là nous disaient surtout ne faites pas ça, ne buvez pas cette eau parce que vous allez attraper la malaria. Et quand on a cette maladie, on va directement à la chambre à gaz. Vous êtes ici à Auschwitz. Donc, il n'y avait plus d'illusions à se faire. Et on s'est mis en rang et ils nous ont sélectionnés. Et il y avait des camions, bien sûr. On a embarqué des gens sur des camions qui partaient. Et un groupe, donc je faisais partie avec mon ami, on nous a amenés à Birkenau, sur un complexe devant les crématoires et chambres à gaz. On nous a fait déshabiller et il fallait attendre. Alors, il faisait chaud en plein été, mais on était envahis de fumée, d'odeur de chair brûlée, de cette odeur. Bon. Vous ne compreniez pas? On comprenait. Si on savait ce qui... Maintenant, on savait. Oui, mais nous, pourquoi on attend ça, on ne savait pas. Et à un moment donné, quand quelqu'un entendait quelque chose, bon, on se passait le message. On disait, le docteur Mengele doit venir nous sélectionner. Et on claquait les dents. De peur, sûrement, pas de froid. Ou peut-être on avait froid, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire combien de temps on attendait comme ça. Et j'ai vu une femme prier. Je me fais des reproches jusqu'à maintenant, mais
dans le contexte où on se trouvait, je trouvais ça tellement révoltant. D'encore pouvoir prier et croire en Dieu, que j'ai eu un sursaut. D'un seul coup, j'ai eu la force. Je lui ai dit, mais comment peux-tu prier? Comment peux-tu croire qu'il y a un Dieu qui existe quand on brûle les gens? Elle m'a regardée désespérée, comme si elle avait compris que j'avais raison. Et on a vu arriver le docteur Mengele. D'un pas tranquille, un homme beau, au visage humain. Il avait une baguette, il tapait contre ses bottes comme ça, tranquillement, il s'approchait vers nous. Et il nous ordonnait de mettre la main en avant, comme ça. Parce que l'inspection était... Ils avaient une frousse terrible de la gale. Et la gale, c'est quelque chose de très contagieux. Ça s'éloge entre les doigts, sur le ventre, dans le coude. Et même si on n'avait pas la gale, mais on avait le moindre petit bouton sur le corps, on était exterminés. Alors on était sélectionnés, on était séparés par 2 groupes. Allez donc savoir quel est le groupe qui est bon, qui est mauvais. Et à nous, il y avait une Aufseherin, une surveillante, qui nous disait qu'on allait à la douche. Alors on était très sceptiques, bien sûr. Et on ne savait pas que la chambre à gaz, ça ressemblait à la douche aussi, on ne savait pas, mais bon. Et on est passé dans un endroit, j'étais séparée des doucheurs. On nous a rasé les cheveux, on nous a rasé partout, il y avait les poils. Et on est rentré dans une... Et alors, là, dans cette pièce, les bruits couraient que les gaz, sûrement que les gens qui s'occupaient, qui avaient la mission de faire entrer les gens dans les chambres à gaz, ont parlé. Parce que les bruits couraient que dans les chambres à gaz, c'est pareil que dans les douches. Et qu'ils peuvent sortir le gaz comme l'eau. Et quand on était sur la douche, quand on a vu l'eau couler, on a dit on n'est pas exterminé. C'est vraiment la douche. Et en sortant de cette douche, on nous a donné des vêtements, des loques. C'était des vêtements qui étaient récupérés sur des gens qui sont passés par la chambre à gaz ou qui ont apporté ça dans leur bagage, je ne sais pas. Il est un fait que moi j'ai eu une robe longue. J'avais eu 2 chaussures à lacets, donc une chaussure était plus grande que l'autre. Celle qui était plus grande n'avait pas de lacets. Alors ce que je raconte là, ça paraît comme ça anodin. Mais ça voulait dire que quand il fallait courir, que c'était un handicap. Et comme il nous faisait courir, et quand on avait une robe longue, on se faisait remarquer. Et le système dans la débrouille
dans les camps n'était pas se faire remarquer. Alors il y avait une femme à côté de moi qui a reçu une robe avec une petite ceinture, pas très large que ça, très souple, et elle m'a dit, tu entoures ta chaussure, tu l'attaches contre ta cheville, de façon à ce qu'on nous dise de courir, que je puisse courir. Et ils nous ont, alors, quand ils nous ont dirigés vers notre destination, il y avait un chemin qui était vers la forêt, et dans ce chemin, au bout de ce chemin, il y avait un feu. Et nous, on s'imaginait qu'on allait nous brûler là-dedans. Donc, panique. On a su par la suite qu'on brûlait les gens qui étaient trop nombreux pour passer dans le crématoire, qu'on les brûlait là-dedans. Et puis, arrivé au bout de ce chemin, on n'a pas vu qu'il y avait une route qui menait à droite. Donc, on nous a amenés vers la droite. On s'est dit, bon, on nous amène quelque part, peut-être pour travailler. Et on nous amène, on a marché longtemps, vers un portail où c'était marqué Arbeit macht das Leben frei. Le travail rend libre, quelque chose comme ça. On rentre dans ce camp. Sur la droite, un orchestre de femmes habillées avec des vestes en rayures, avec des fichus blancs. Ils jouaient quand on passait. On n'a pas compris. On nous a dirigés vers le camp, Birkenau, et on nous a distribués dans des baraques, mais bien sûr, tout de suite, on ne nous faisait pas rentrer dans des baraques, il fallait se mettre derrière et il fallait nous compter, et ça ne finissait pas. Et, bon. Et on était en quarantaine. Alors la quarantaine, c'était quelque chose d'horrible parce que, bon ça, on a eu l'explication par les anciens que la quarantaine, on était en attente de passer dans les chambres à gaz parce qu'on ne pouvait pas exterminer tout le monde à la fois. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, c'était debout à 4h, 3h30, 4h du matin. L'appel-place, pardon, pas l'appel-place, l'appel dans les baraques, ils nous comptaient. Et comme le comptage ne correspondait pas toujours avec celui de la veille, ils avaient peur que les gens s'enfuyaient, mais par quelle manière, puisque nous étions encadrés par des fils barbelés et des miradors. Mais pourquoi ça ne correspondait pas au comptage de la veille? C'est parce qu'il y a des gens qui mouraient et il y a des gens qui n'étaient pas capables de se lever. Alors ça durait une éternité comme ça. Et puis le matin, il nous apportait soi-disant du café. Enfin, je passe là-dessus, c'était de l'eau colorée, très peu de nourriture. Et puis pour
remplir le temps, et bien il nous faisait courir. Courir, et les chiens nous couraient après. Et ceux qui ne pouvaient pas courir, ben, ils étaient abattus. Et puis il y a eu d'autres spectacles que je n'aurais jamais le temps de tout dire, mais bon. Au bout de peut-être un mois et demi, peut-être 2 mois, je ne sais pas, de cette vie infernale, à nouveau, une inspection vient et demande qui est-ce qui sait faire la couture. Et alors là, avec tout ça... Vous l'aviez retrouvé? Je l'ai retrouvé, oui. Oui. J'ai passé sur les retrouvailles, mais c'était quelque chose aussi. On ne s'est pas reconnu parce que quand on s'est quitté, on avait des cheveux et quand on est sorti sans cheveux, on ne s'est pas reconnu. Alors on s'appelait Toucha, Frania. On n'était pas loin l'une de l'autre, mais on ne s'est pas reconnu. Bon. Excusez-moi, juste au moment où vous êtes arrivé, est-ce que vous avez été tatoué, vous, à Birkenau? Alors, quand on est rentré à Birkenau, oui, on nous a tatoués. Alors, on avait la naïveté de penser que si nous nous déclarons sur le même nom, comme 2 sœurs, qu'on va être peut-être épargnés. C'était vraiment très naïf de notre part. Ça fait qu'Auschwitz, elle s'appelait Eisenbach comme moi. Et qu'elle a le numéro suivant du mien. Ce que je crois, on est les derniers survivants d'avoir ça. Moi, j'ai le numéro 22350, elle a 22351. Alors, dans cette inspection, qui est-ce qui sait faire la couture? Bien sûr, nous nous sommes présentés. Et nous avons été attribués à travailler dans un atelier. C'était pas de la couture, mais c'était un atelier de raccommodage. On avait la mission de raccommoder des vêtements qui étaient pris sur des gens qui étaient gazés, qui étaient désinfectés. Nous les avions réparés et c'était des affaires qui étaient envoyées en Allemagne. Alors c'était un travail qui était pénible parce qu'il fallait surtout pas avoir la tête relevée, mais la tête baissée, parce qu'il y avait une Aufseherin, une surveillante qui faisait les 100 pas tout autour. Et elle arrivait toujours par derrière, et si on levait la tête, un coup de matraque. Et on raccommodait ses vêtements, et chaque fois, bien sûr, quand on sortait pour recevoir notre gamelle de soupe, on était contrôlé. Et à la fin de la journée, on était contrôlé. Et s'ils trouvaient un vêtement ou quelque chose sur quelqu'un, on était tous punis. Et avec tout ça, nous, on avait trouvé un système, on avait le droit d'aller à la latrine qui se trouvait à la fin, le dernier baraque du camp. Et de là, à travers les planches des baraques, on voyait la rampe où débarquaient les wagons plombés.
Et quand les wagons partaient, on avait le spectacle de tous les gens qu'on a rejetés des wagons et qui étaient morts. Et je me souviens quand quelqu'un leur avait demandé d'où il vient. Et il y en a qui disaient qu'ils venaient d'Hongrie, d'autres qui venaient de Lodz. Et parmi ces cadavres, j'ai vu quelqu'un qui soulevait un bras, qui n'était pas tout à fait mort. Alors ça, c'était dans la latrine où on pouvait souffler un peu. À l'heure du déjeuner, on prenait ça, du déjeuner si on plaît, du répit. Étant donné qu'on travaillait dans cet atelier de couture, on avait un certain nombre d'épingles. Alors, une épingle, ça passait inaperçu, on le mettait dans notre vêtement. Et dans les latrines, il y en a, je ne sais pas par quel miracle, avait des cigarettes. Alors on échangeait contre un morceau de pain, une cigarette. Et alors cette cigarette, on se partageait. Et avec Toucha, qui était très débrouillard, elle a trouvé ce système qu'elle a mis l'épingle dans le bout de la cigarette pour pas se brûler les doigts, pour pouvoir fumer cette cigarette jusqu'au bout. Voilà, alors c'était la bêtise, parce qu'on disait que la cigarette, ça coupait la faim. Alors, voilà. Et puis, on commençait. Alors là, on se trouve déjà où on commençait à évacuer Auschwitz-Birkenau. C'était vers quel moment? Fin 44? Fin 44 et la première neige tombait déjà. Et on était sélectionnés et on nous a séparés toutes les deux avec Toucha. Et mon groupe, on nous a fait partir et je vois encore Toucha courir après notre groupe qui criait « Das ist meine Schwester, das ist meine Schwester, c'est ma sœur ». Et bien sûr qu'elle a reçu un coup de matraque. Et on s'est fait un signe de la main. Là, on a été séparés définitivement. Alors, pendant un certain temps, on nous a fait démonter des baraques et on nous a fait, sur les épaules, porter des planches dans un autre endroit. On ne cherchait pas à comprendre ce que ça voulait dire. Tout ce qu'on voulait, c'est travailler, d'être utile. Puis un bon jour, ils sont venus nous chercher. Et la même chose, embarqué dans le wagon plombé, mais cette fois-ci, on nous a distribué un petit pain entier, parce que je dois vous dire que notre ration, c'était un petit pain rectangulaire d'1 kilo qui était partagé
en 4. C'est-à-dire 250 grammes chaque personne, c'était la ration journalière. Et une rondelle de saucisson ou une cuillère de marmelade ou quelquefois rien. Et là, on nous a donné un saucisson qui était à peu près 20 cm comme ça. Par personne. Par personne. Chacun a reçu ça. Mais étant donné que nous n'avions pas de sac, rien du tout, nos mains étaient encombrées avec ça. Et au moment où il fallait monter dans les wagons, c'était la bousculade. Et il y en a qui se sont jetés là-dessus, qui ont commencé à manger. Et on leur disait, faites attention, parce que si nous donne ça, la route va être longue. Ils n'ont pas tenu compte, alors ils tombaient malades, la dysenterie. Il y en a qui, dans la bousculade, perdaient leur saucisson ou perdaient leur pain. Ceux qui ont pu garder tout ça à l'intérieur des wagons, au bout d'un certain temps, ça se mélangeait avec des excréments. La route était très longue parce qu'on nous a amenés à Flossenburg, en Allemagne. Mais on ne savait pas où on allait. Je dis ça maintenant. Et arrivé en Allemagne, ils nous séparaient par commando, mais pas tout de suite. Ils nous traînaient comme ça, de village en village. Quand on dit que les Allemands ne savaient pas, ils savaient très bien, parce que nous n'avions pas le droit de marcher sur le trottoir, mais sur la route. Et rien que l'aspect de notre personnalité, on voyait bien que nous étions plus des morts que des vivants. Et il y a même des ménagères qui se permettaient de secouer des tapis à notre passage. Alors on couchait dans des salles d'école, je ne sais pas ce que c'était, dans de grandes salles, à même le sol, sans rien, sur des parquets. Et je me souviens qu'un jour, on nous distribuait de la soupe sur des assiettes, pas en porcelaine, mais en... comment on appelle ça? En faïence. Des assiettes blanches. On s'est dit, mais c'est pas possible. Ça nous semblait bon. Quand on a vu ça, on s'est dit, on nous traite comme des humains. Alors, chacun a reçu l'assiette, mais pas de cuillère. Et les assiettes étaient plates. Donc la soupe qui nous versait. Comme nous étions fatigués, tremblants, quand il fallait s'en aller pour laisser derrière nous les gens s'approcher pour recevoir leur ration, on versait un peu. Alors on se dépêchait d'élaper ça comme des chiens. Et on se bousculait. La soupe était bonne, mais il y en avait tellement peu. Et au bout d'un certain temps, mon groupe était affecté à un commando dans une usine des pièces détachées pour voitures.
Ça, je vous dis maintenant, mais à l'époque, je travaillais et je ne savais pas ce que je faisais. Et notre commando logeait dans l'usine où on travaillait. Ça fait que jamais d'extérieur. Et évidemment, comme j'étais toujours souffrante, il y avait une toute petite infirmerie où la doctoresse, c'était une femme médecin, une détenue juive hongroise, et je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa cousine qui était infirmière. Et elle me permettait passer la nuit dans l'infirmerie. Et on en était au moment où vous travailliez dans cette usine et Alors, vous logez la nuit en oui. infirmerie. Alors, cette usine s'est située exactement dans un village, je crois, qui s'appelait Zopau, à côté de Chemnitz, pas loin de Leipzig. Voilà la situation. Alors, je travaillais à cette machine qu'on appelle en français friseuse. Mais comme j'y connaissais rien, naturellement, il y avait un Allemand chef qui boitait, et que c'est pour cette raison qu'il n'était pas dans l'armée, et qui nous montrait ce qu'on devait faire. Et comme moi je suis d'une région polonaise où les gens parlaient allemand, savaient parler allemand, mes parents savaient parler allemand. C'est une langue qui m'était familière et que vous aviez entendu. Et puis vous compreniez. Je comprenais, et puis là j'avais déjà l'expérience de plusieurs années des camps de concentration. Donc je parlais allemand, et ce chef, quand il m'expliquait quelque chose, je lui répondais en allemand que je comprends. Et il ne fallait pas qu'il s'attarde trop avec nous, parce que la surveillante était là. Et un jour, il me demande pourquoi je suis là. Alors, je lui dis, parce que je suis juive. Et il me dit, mais c'est pas seulement parce que tu es juive que tu es là. T'as pas assassiné des Allemands, t'as pas fait du sabotage. Sabotage, j'en avais fait. Mais j'allais pas lui dire. Mais je lui dis, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que je suis juive. Et tous les autres sont là pour la même raison. Et il me dit, mais tu es de quelle région? Je dis, de Pologne. Mais il dit, tu parles comme une Autrichienne. Oui. Bon, ça s'arrêtait là. Mais tout ça pour vous dire qu'un jour, il m'a apporté une pomme. Que j'ai apporté cette pomme à ces deux personnes qui étaient à l'infirmerie. On s'est partagé à 3 cette pomme. Et une autre fois, je travaillais, je suis venue un beau jour,
faire mon travail, et je ne sais pas pour quelle raison, je recevais une décharge électrique. Et j'ai dit ça à mon chef. Et lui, sûrement, il a signalé ça. Et j'avais toute une inspection pour me dire que je fais du sabotage, que c'est pas vrai. On a fait venir d'autres personnes qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, parce que s'ils savaient, ils auraient dit comme moi. Mais eux, ils n'ont rien ressenti. C'est que moi, j'étais très honnête. C'est vrai que je recevais des décharges. Ils m'ont dit que je faisais du sabotage et que si je continue, on va m'envoyer à Flossenburg. Et c'est comme ça que je sus que nous faisons partie de Flossenburg. Et à la fin de la journée, lorsque je suis arrivée sur, je ne sais pas, dans cette salle où on logeait dans le chalet, j'ai propagé cette nouvelle, que nous faisons partie d'un camp qui s'appelle Flossenburg, mais on ne savait pas ce que c'était Flossenburg. Bon. Est-ce que vous aviez... Quelle perception vous aviez de ce qui se passait à l'extérieur? Aucune, ou parce qu'on est déjà fin 44 à ce moment-là? Est-ce que vous aviez vraiment aucune nouvelle, ou est-ce que vous avez... Aucune nouvelle. Rien, vous savez rien de... Aucune nouvelle. Alors, ce que je veux dire encore, c'est le même Allemand, la même personne, parce qu'on commençait à subir les bombardements. Alors, on nous faisait évacuer l'usine et on nous amenait dans la forêt. En attendant, parce que l'usine était visée. Et un jour, le même Allemand, il a pris une pièce et il faisait semblant de nous expliquer, de m'expliquer quelque chose. Et il me disait, les Américains sont à 80 km de Berlin. C'est la première fois que vous avez... C'est la première fois. Vous avez entendu. J'ai donc amené cette nouvelle. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, que c'était bientôt la fin, ou... Ah oui, on commençait à espérer. La raison pourquoi on commence à espérer, c'est que les bombardements commençaient à être tels qu'on n'arrivait plus à travailler. Ils nous amenaient très souvent dans cette forêt. L'hiver était rude et on commençait à ne plus être ravitaillés. Et les Allemands commençaient à ressentir que ça tourne mal pour eux. Donc ça les rendait agressifs. Et ils nous battaient. Et ces bombardements, la nuit, c'était quelque chose de spectaculaire parce qu'on assistait à un ciel étoilé et des batailles aériennes. Et il y avait une lumière qui éclairait le ciel, et je ne sais pas si c'est vrai ou quoi. J'entendais parler de la lampe de Staline, que c'était la lampe de Staline. Et on a observé les bombes tomber autour de nous. Mais nous, on était contents de cette situation.
tant pis pour nous. De toute façon, nous étions tellement épuisés que si nous mourons dans une bataille, c'est plus glorieux que mourir de leurs mains, que d'être assassinés parce qu'on savait bien qu'ils ne nous laisseront pas survivre. Ils nous l'ont assez répété. Alors on se blottissait l'une contre l'autre. Et heureusement qu'il y avait de la neige pour calmer notre soif. Et les feuilles mortes. On s'est ravitaillé comme ça. Mais les feuilles mortes provoquaient la dysenterie. Mais bon. Et ce que je dois dire, que parmi nous, il y avait une Hollandaise qui avait des contacts plus humains avec une surveillante, avec une Aufseherin, qui lui apportait des feuilles de journaux, enfin, ou une feuille de journaux, parce que quand on allait dans la forêt, on ramassait les feuilles mortes, on les enroulait dans le papier à journaux et on fumait ça pour calmer la faim. Et dans cette forêt, on s'est dit, pauvre vieux, qu'on ne nous évacue pas, comme on avait déjà à Plaszow et Auschwitz, dès qu'on sentait quelque chose en espoir, on nous évacuait ailleurs et ça recommençait. Alors on s'est dit, pourvu qu'ils ne nous évacuent pas ailleurs. Mais malheureusement, ils sont arrivés. Un moment d'accalmie, d'alerte, à nous regrouper et à nous amener vers une gare. Et cette Hollandaise, qui avait des rapports un peu plus humains avec cette Aufseherin, elle nous dit, elle ne devait pas être bien longtemps dans des camps de concentration parce que on voyait à son aspect qu'elle était encore bien solide. Elle parlait un allemand excellent. Et comme nous étions très proches, nos chalets étaient assez proches, elle a dit autour de nous, elle dit, écoutez les filles, vous vous groupez autour de moi, j'ai une chaînette en or, j'ai dit à la Aufseherin, elle l'a même appelée par son prénom, mais je ne me souviens pas de son prénom, que cette chaînette, elle donnera à un cheminot qu'au moment où le convoi va partir, le wagon où nous serons, il ne sera pas attaché. Nous nous sommes groupés vers elle et nous avons été dans le même wagon. Et au moment où le train a démarré, eh bien nous avons démarré avec. Rien n'était vrai. Qui était responsable? Cette Aufseherin ou le cheminot? On ne saura jamais. Et quand on a vu ça, cette Hollandaise, elle a dit, eh bien moi, je vais sauter du train. Qui est-ce qui veut sauter? Alors, bien sûr que cette appellation était
tout ce qui était proche d'elle, ce qui était au bout du wagon, n'entendait pas. Et nous étions, elle et deux autres, instinctivement, dire comme ça, on va sauter. Mais comment sauter? Par quel moyen? Comment... C'était complètement inconscient. Et puis le train roulait. Alors elle nous a dit dans quelles conditions il faudra sauter. C'est-à-dire qu'au moment d'une alerte, quand le train va ralentir, là où il y a une forêt où on peut se cacher, pas sauter, comment elle savait tout ça, je n'en sais rien, pas sauter où il y a les galets qui bordent la voie routière, pour pas qu'il y ait le bruit quand on saute. Mais tout ça, c'était pas comme on pensait. Un long moment s'est écoulé parce qu'il fallait cette ouverture du wagon où tout le monde se bousculait pour respirer un petit peu puisqu'on manquait d'air. Où on a pu dégager ça. Je ne sais pas par quel moyen. Je crois que il y avait des planches de bois qui étaient en X. Et je me souviens qu'on roulait longtemps comme ça et elle demande pendant une alerte, parce que l'alerte le train s'arrêtait, je suppose pas pour nous, mais pour que les surveillants, les Allemands, puissent se cacher. Et elle demande, Madame Aufseherin, jusqu'à quand nous allons couler comme ça? Il y a des morts parmi nous, il y a des gens qui agonisent, on n'en peut plus. Et elle l'a regardée et elle lui dit, jusqu'à ce que vous creviez toutes. Bon. Là, il n'y avait plus d'espoir, on savait bien que depuis longtemps qu'on ne survivra pas. Et elle était vraiment déterminée. Elle a dit, dès que le train démarre, moi je saute. Dès que vous pouvez, dès que la situation permet, vous sautez aussi vite que moi de façon à ce qu'on puisse se retrouver. Bon. J'ai pas vu comment elle a sauté, parce qu'on m'a bousculée, parce que bon, je sais qu'elle a disparu. Et parce que j'avais peur aussi. Parce que j'avais peur aussi de mal faire, de mal choisir le moment. Je sais qu'il y a une autre qui a sauté, quelques temps après. J'essaie de résumer ça un peu vite parce qu'on n'aura jamais le temps de tout dire. Et elle m'a dit, tu sautes le plus vite possible pour qu'on puisse se retrouver. Mais pour moi, la situation ne se présentait pas comme c'était prévu. Et je sais que l'intervalle a été très long. Et quand on m'a dit, alors tu sautes, j'avais pas le choix. On savait que je devais sauter, c'est les autres qui m'ont poussée. Et moi, j'étais dans un état second. Ce que j'ai ressenti seulement,
c'est que pour que ça soit plus possible d'accéder à cette ouverture, ils ont superposé des cadavres. Parce que quand je suis montée dessus, j'ai senti quelque chose de mou et roulé. Et on me disait comment je dois me présenter de façon à pouvoir, parce que l'ouverture n'était pas grande. Et je sautais. Mais je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça, inerte. Je ne sais pas si c'est par peur ou parce que je me suis retenue. Je me suis vidée. Et j'étais dans un état d'excrément, en plus dans le dos. J'avais un KL phosphorescent. J'avais pas de cheveux. J'empestais. Et quand j'ai pu me mettre debout, il n'y avait pas de forêt où je pouvais me cacher. Et je me suis dit, mais où aller ? Jamais je retrouverai la personne. Les autres, Les autres. Et je n'étais même pas incapable de me rappeler de quoi elle avait l'air, cette personne qui a sauté. Et je me suis dit, mais on va me reconnaître tout de suite. Qui peut me sauver dans la situation où je suis ? Et je voyais des trains qui n'étaient pas bâchés, qui n'étaient des wagons ouverts où il y avait des convois qui allaient dans la même direction. Et je me suis dit, si je peux me joindre à un convoi, tant pis. Il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais je serai ensemble avec eux. Et je me suis mise à marcher dans le sens où mon convoi coulait. Vous avez sauté du train qui roulait déjà ou qui était arrêté ? Qui roulait au ralenti. Ralenti, d'accord. Qui roulait au ralenti, oui. Mais je pense qu'entre que je sautais, je ne réalise pas le temps qui s'est écoulé, mais il ne devait pas s'écouler bien longtemps entre ceux qui étaient... où le train s'est arrêté par la suite parce qu'il y avait une alerte. Et pendant les alertes, il faisait sortir les gens pour les compter. Parce que c'est toujours le même problème. Il avait peur que les gens se sauvent. Et parce qu'il fallait donner, chaque surveillant devait donner le rapport du nombre de détenus qu'ils avaient. Et comme tous les gens n'étaient pas vivants, donc ça durait toujours très longtemps. Et moi, j'ai marché tout du long. Et j'ai vu des gens qui étaient devant les wagons, qu'on les comptait. Et j'attendais le moment où le surveillant soit loin du commencement des gens qu'on comptait pour me joindre à eux. Et c'était mon convoi. C'était pas les mêmes gens qui étaient dans mon wagon et qui m'ont vu arriver comme ça, très étonnés. Ils m'ont dit, mais d'où viens-tu ? Je n'ai rien répondu. Je me suis joint à eux. On était embarqués dans des wagons.
Et on a roulé à nouveau. Sans nourriture, sans boisson. Et j'ai un souvenir, on s'est arrêté à une gare, une fois. Il y avait, la gare était déserte, et il y avait un civil, on par-dessus avec un chapeau, où une fille qui était à la petite fenêtre, à l'ouverture, elle s'adresse à cet homme et elle lui dit en allemand, on ne savait pas où on était, on pensait d'être en Allemagne encore. Monsieur, est-ce que vous savez où est-ce qu'on nous amène? Et ce monsieur était face à nous. Mais pour nous répondre, il se retournait, sûrement qu'il avait peur d'être vu. Et il a tourné la tête comme ça. Et il a dit, vous êtes en Tchécoslovaquie, on vous amène dans un ghetto, non, dans une ville où il y a des juifs et qui est protégée par la Croix-Rouge. Tout en vous disant ça, est-ce qu'il a dit par la Croix-Rouge? Je n'en suis plus tellement sûre. Enfin, il nous a dit qu'on nous amène quelque part dans une ville où il y a des juifs. Bon. Nous, on croyait pas, hein, mais c'était quand même un peu... Quelqu'un a osé nous apporter quelque chose d'humain. Et au bout de quelques jours, on nous a débarqués à une gare et on nous a fait marcher assez longtemps. Et on s'est trouvé vers une grille où on était encadré par les Allemands. Il y avait des carabines. Et il y avait des gens à l'intérieur du camp qui nous attendaient. Et ils nous criaient, ne vous inquiétez pas, les Allemands n'ont pas le droit de rentrer dans le camp. Vous êtes là, à Theresienstadt. Theresienstadt ne connaissait pas. Mais les Allemands n'ont pas le droit de franchir la grille. Il y avait une qui se retournait, qui était au bord du rang, et qui a craché à la figure à la Aufseherin. Une fois, quand elle avait vraiment le pied dans la grille. Pas dans le camp. Dans la grille. On aurait toutes voulu faire ça, mais on n'avait plus de souffle. On n'avait plus de force. Et on est rentré dans ce camp. On nous a dit que nous sommes à Theresienstadt et que nous sommes protégés par la Croix-Rouge. Et là, bon, on est passé à la désinfection, au rasage, et j'ai aucun souvenir d'une nourriture distribuée ou quelque chose. Je sais qu'on était logés dans des casernes, sur des lits, des chalets superposés. Et moi, je me suis écroulée là-dedans. Tout ce que je savais que je n'étais pas obligée de me lever à la belle place.
que personne nous obligeait à faire quoi que ce soit, qu'on nous fiche la paix, qu'on peut se reposer. Et quand j'ai repris un petit peu de force, quand je me suis levée et j'ai suivi les autres, je suis allée prospecter un petit peu l'endroit où on s'est trouvé. Et c'était une caserne où il y avait comme des arcades, où il y avait une caserne et en face de nous une autre caserne. Et je crois que nous sommes restés comme ça 3 semaines, à peu près. La notion du temps, je ne peux pas vous dire. Nous n'avions pas de calendrier, pas de montre, rien. Et un beau jour, à l'étage, les gens qui étaient à l'étage, parce que le camp était fermé, emmuré. Alors ceux qui étaient à l'étage, ils voyaient la route. Et ils nous disaient que les Allemands fuyaient. Et en fuyant, ils essayaient de tirer encore dans le camp. Et là, la nuit, le soir tombait. Et d'un seul coup, les gens qui étaient en face, ils nous criaient « Les Russes arrivent, je vois le tank avec une étoile rouge ». Et alors là, c'était la folie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu une personne sauter par la fenêtre. Est-ce qu'elle n'a pas réalisé qu'elle était à l'étage? Ou que c'était un coup de folie, je ne sais pas. Il est un fait que les Russes sont arrivés et que c'était le 8 mai 1945, le jour de la fin de la guerre, qu'on a appris ça après. Après, les Russes sont rentrés dans le camp. On disait faux ou vrai que le premier Russe qui est rentré dans le camp, c'était un Russe juif. Je ne sais pas si c'est vrai, qui parlait le yiddish. Et voilà, et nous sommes rentrés dans ce camp, nous sommes restés dans ce camp. Et ça n'en finissait pas. D'autres convois arrivaient. Mais arrivaient des gens avec des couvertures, ce que nous, on n'avait pas. Ils avaient des couvertures sur la tête. Et on ne voyait que c'était leur regard d'hagard. Des gens qui étaient plus morts que vivants. Et moi, le peu de force qui me restait, j'allais à cette grille parce que je me suis dit, puisqu'il y a d'autres survivants, peut-être qu'il y a mon frère, peut-être qu'il y a Toucha. Mais quand je regardais ces gens-là, même s'ils étaient vivants, je ne pouvais pas les reconnaître. On ne voyait que leurs yeux. Et j'avais pas tellement de force de rester là. Et voilà. Comment ça s'est passé ensuite, l'évacuation du camp? Est-ce que c'est les Russes vous ont pris en charge? Oh non, personne nous a pris en charge. Je vais vous dire quelque chose. C'est qu'avant qu'on nous prenne en charge, moi je me suis évadée.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit que vous vouliez aller faire quelque chose par vos propres moyens? Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est un autre chapitre. Et c'est qu'un beau jour, les Russes ont décidé de fermer le camp. Jusqu'à là, les gens, ceux qui étaient vaillants, sortaient du camp. Ils allaient au ravitaillement. Ils apportaient... ils ont découvert un stock où les Allemands stockaient le ravitaillement. Ils apportaient un peu de sucre, un peu de farine. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une farine? Rien. Et un beau jour, on devait fermer le camp parce que le Russe avait peur d'une contamination. Et moi j'ai dit non, stop, je suis libre. Je ne veux pas me laisser enfermer par les Russes, par nos libérateurs. Après, je savais qu'ils avaient raison. Mais sur l'instant, mon inconscience de ma jeunesse, je ne voulais rien savoir. Et j'ai dit non. Moi, je m'en vais et je vais en France. Et il y a une personne à côté de moi qui était beaucoup plus âgée que moi. Disons qu'elle était plus près de l'âge de ma mère. Et il faut vous dire que ma mère était très jeune, elle avait 40 ans quand elle a disparu. Et cette femme, elle me regarde, mais ma pauvre, elle me dit, mais tu sais pas ce que tu dis. Tu vas en France, mais par quel moyen? Nous sommes en Tchécoslovaquie. Et moi, je l'écoute. Et tout un film s'est déroulé. D'un seul coup, je me rappelais des soirées d'hiver à la maison, des discussions entre mes parents, mon frère, de parler de la France, de la culture française, de la politique française, de la Révolution française. Et mon père qui disait en souriant qu'un jour peut-être il dirigera un orchestre à Paris. C'était une plaisanterie, mais ça faisait sourire tout le monde. Et c'était tellement agréable d'entendre ça. Et pour moi, dans ma tête, c'était quelque chose comme un devoir pour moi d'aller en France. Et quand j'ai vu que dans le camp rentraient d'autres survivants, je me suis dit, mais peut-être qu'il y avait d'autres camps où des gens ont survécu. Si moi je suis en France, je pourrais peut-être les ramener en France. Parce que plus jamais le retour en Pologne. C'était tellement horrible, tout ce que j'ai vu. Plus jamais en Pologne. Et au moment où je partais, il y avait cette femme qui m'a dit, tu ne sais pas ce qui est la vie, tu es petite. Ta vie s'est arrêtée quand tu avais 13 ans. Tu ne connais pas la vie d'adulte. Quand tu vas aller en France, tu as 18 ans. On va te mettre sur le trottoir. Et moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, de me mettre sur le trottoir? Bon, par la suite, j'ai réfléchi à ça.
Ça fait que quand je suis arrivée en France, les gens qui me voulaient du bien, qui m'abordaient. Vous étiez vivante. Il y avait une personne de la Croix-Rouge qui me demandait quelque chose. D'abord, je ne comprenais pas la langue. Je voulais rien accepter parce que j'avais peur du trottoir. Mais ça, c'est un autre chapitre. Comment vous avez donc, une fois que vous aviez décidé de venir en France, comment s'est passé le voyage? Enfin, comment vous avez quitté la Theresienstadt, l'idée d'aller en France? Oui. Alors, j'ai quitté le camp avec tous les gens qui marchaient dans la même direction. Je ne savais pas où j'allais. Et il y avait des prisonniers allemands. Il y avait des gens en exode. Je suppose que c'était des Allemands qui étaient installés en Tchécoslovaquie qui fuyaient. Il y avait les tanks russes qui allaient dans la même direction, donc moi j'ai suivi tout le monde. Et un bon jour, je me suis trouvée sur une grande place où il y avait des scouts. Et c'est par eux que j'ai appris que je suis à Prague, en Tchécoslovaquie. Et si je voulais qu'ils m'invitent dans une clinique et qui va me reconforter, enfin, où je peux me reposer, où je peux faire un peu de toilette. Et je voyais qu'il y avait tout un groupe de scouts qui abordaient des gens qui avaient un peu mon allure. Et je le suivis. Et il m'a amené dans une clinique où j'ai suivi d'abord une désinfection, bien sûr, où on m'a donné des vêtements propres. Et je devais dire qui je suis, de quel pays je viens, la profession de mes parents, tout. Et bon, j'étais choyée là-dedans. Et un beau jour, on m'annonce que tous les gens qui ne sont pas tchèques devaient retourner dans leur pays respectif. Donc, je dois retourner en Pologne. Alors bon. Alors, ça paraît curieux, mais je fais la grève de la faim. Il n'en était pas question pour vous. Il n'en était pas question. Et je faisais pas de sacrifice, je n'éprouvais plus besoin de manger, je ne voyais pas de solution. Je ne pouvais pas retourner en Pologne. Et la chef de la clinique, son mari était un musicien. Et c'est elle qui m'a proposé. Elle m'a dit, écoute, si tu ne retrouves pas ta famille, nous, avec mon mari, on a discuté, on a 2 filles, on est prêt à t'adopter. Mais moi, il ne s'agissait pas de ça. Moi, j'avais toujours l'espoir de retrouver quelqu'un et je voulais absolument d'aller en France. Et j'ai raconté qu'il était un demi-mensonge. Je savais que mon père avait la famille en France. Donc, j'ai dit, j'ai la famille en France et je vais aller.
en France. Pourquoi c'est un demi-mensonge? Parce que cette famille, je la connaissais pas. J'avais pas leur adresse. Et ça m'est venu comme ça, d'un seul coup. Et la famille, il avait peut-être un membre de la famille, deux membres de la famille. Mais bon. Vous saviez pas? Non. Donc, j'ai raconté ça comme si quelqu'un qui m'attendait. Et alors, ils se sont débrouillés pour me faire des papiers comme quoi que j'ai de la famille qui m'attend en France. Et je suis arrivée en France, débarquée à l'hôtel Lutetia, comme tout le monde. C'est là où il y avait une personne de la Croix-Rouge qui est venue vers moi et que j'ai envoyé balader, carrément. Parce qu'elle avait un uniforme, et puis l'uniforme, ça me faisait peur. Et puis je pensais qu'on va me prendre en charge. Et au bout de 3 jours, il fallait quitter l'hôtel Lutetia. On m'a donné des vêtements, un sac, un papier, comme une carte d'identité. Et 2000 francs, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, c'était pratiquement rien, avec un carnet de métro. Et il fallait partir. Alors je me suis retrouvée seule devant l'hôtel Lutetia et je ne savais pas quoi faire de ma personne. Je ne savais pas si je dois aller à droite, à gauche, devant. Et je me suis mise à errer dans les rues. Et j'ai vu des gens souriants, comme si c'était rien passé, des femmes élégantes. J'ai vu des enfants, c'est la première chose que j'ai remarquée. Des petits-enfants, je me suis dit, ils savent rien ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas que en France aussi, il y avait un problème. J'ai vu des personnes âgées, je me suis dit, on n'a pas exterminé des personnes âgées. J'ai vu un agent de police, quelqu'un l'abordait sûrement pour lui demander un renseignement. L'agent de police le saluait, il lui répondait avec un sourire. Je me dis, c'est un autre monde, hein? C'est autre chose. Et j'ai erré comme ça pendant plusieurs jours. J'ai dormi dans le square. Comme j'avais des tickets de métro, alors il a fallu savoir, déjà faire connaissance ce que c'était le métro. Et le premier voyage que j'ai fait dans le métro, c'est que j'ai passé ma journée à rouler dans le métro. J'avais peur de sortir. Et puis bon. Après, j'ai aperçu aussi des soldats qui n'étaient pas des soldats français, qui étaient des Américains, des Anglais, des Australiens. Et c'était marqué leur nationalité sur leurs bras. Et un jour, je suis tombée sur un soldat où c'était marqué Pologne ou Polska, je me souviens plus très bien. Alors je vais vers lui et je lui raconte mon histoire. Je lui dis, mais je sors des camps de concentration, je ne sais pas parler français, je connais personne.
Et j'avais peur de lui dire que j'étais juive. Méfiance des Polonais. Et lui, il me répond en souriant, mais il dit... Et j'ai pleuré, je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré. Parce que je ne savais plus pleurer. Et il me met la main sur l'épaule, mais il dit, ne pleure pas. Tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. N'aie pas peur, la guerre est finie. C'est fini tout ça. Je vais t'amener à la Croix-Rouge polonaise. Tu vas rencontrer des gens comme toi et tu vas voir, tout ira bien. Et il m'a amené dans une maison, soi-disant dans la Croix-Rouge polonaise, où il m'a laissé parce que lui, sans doute, il devait aller quelque part. Et j'ai retrouvé des gens qui conversaient entre eux, qui étaient souriants, qui parlaient le polonais. Et moi, au début, j'étais un petit peu bloquée. Et après, j'ai raconté timidement que je suis en France, je ne sais pas parler français, j'ai personne. Ils m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, on va t'amener dans un refuge où il y a des gens comme toi, j'ai un trou de mémoire, C'est Lozé qui vous a pris en charge? Non, rue Lamarck. D'accord. Rue Lamarck, c'est là où on m'a amené, où, si on veut, on m'a pris en charge. On m'a donné à manger. C'est vrai, on m'a donné à manger, mais on m'a pas soigné. Chacun se débrouillait comme il voulait. Je me souviens d'avoir signalé que je suis malade. On m'a envoyé avenue Secrétin, où déjà pour me rendre c'était difficile parce que je connaissais pas Paris, où je faisais la queue pour passer devant un médecin. Bon. Et dans voilà, le centre d'accueil. Après, on m'a transporté transporté, c'est une mauvaise habitude. On m'a déménagé à 9 rue Guy Patin, un autre centre d'accueil où ce n'était plus une grande salle où on couchait tous ensemble, où c'était par chambre. Et là, j'ai rencontré des gens qui ont vécu à peu près le même itinéraire. Bon, il y avait plus d'humanité, il y avait une cantine. Et un jour, on me dit, bon, il faut maintenant choisir la voie d'orientation que tu veux faire parce que tu es adulte maintenant et il faut que tu puisses travailler et te débrouiller par tes propres moyens. Alors, je signalais déjà que j'avais un oncle aux États-Unis, de pouvoir me mettre en rapport. Il y avait déjà un oncle de mon père qui vivait en France et qui a fait des recherches sur sa famille, mais comme lui, il était d'origine hongroise, il croyait tomber sur quelqu'un d'autre que moi. Bon, ça n'allait pas parce qu'on ne se comprenait pas, parce que bon. Et on m'a demandé de choisir ce que je voulais faire
comme formation. Et moi, j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi des études de prothèse dentaire. Parce que je me suis dit, si un jour je pars aux États-Unis, si je ne sais pas parler, c'est un peu un travail manuel que je pourrais toujours me débrouiller. Et effectivement, j'allais au cours du soir et on nous donnait, je me souviens, 1000 francs. C'était très peu d'argent. Ça suffisait vraiment juste pour le transport. Hein. On allait chez un professeur Dupuis, au 54 rue Saint-Ouen, métro Septembre. Oui, métro Septembre. Et c'est là que j'ai rencontré des gens de tous bords qui faisaient les études. Alors moi, je me suis trouvée avec un voisin qui était un ancien prisonnier de guerre et qui parlait un peu allemand. Et comme je ne comprenais pas tout, et on m'a permis de faire des études en allemand, c'est-à-dire quand j'avais un devoir à faire. Alors c'était un allemand phonétique, je ne connaissais pas très bien écrire, mais bon. Et j'ai posé des questions à mon voisin plus souvent qu'il aurait voulu. Et ce voisin, c'était mon mari. Voilà. 2 ans après, on était mariés. Et alors, le problème était, c'est que on a passé tous les deux des examens. Moi, j'avais 17/20. Comment je fais, ne me demandez pas, je n'en sais rien. Seulement pour avoir le diplôme, il fallait faire un stage à Lyon. Alors, moi, je n'avais pas les moyens. Et d'un autre côté, entre-temps, je suis rentrée en contact avec mon oncle des États-Unis et qui m'a écrit qu'il fera toutes les démarches possibles pour me ramener aux États-Unis. Seulement, je n'étais pas prioritaire parce que les priorités étaient données aux femmes françaises qui étaient mariées à des Américains qui avaient des enfants. Donc, la quota polonaise n'était pas débloquée. Et entre-temps, nous deux, on a fait notre vie. Mon mari, il a retrouvé son travail d'avant-guerre, mais il voulait changer un peu. C'est pourquoi il voulait apprendre un autre métier. Et c'est comme ça que 2 ans après, on s'est mariés et je ne suis pas partie aux États-Unis. Mon oncle était très fâché et il avait raison d'être fâché, mais je n'ai rien compris parce que je ne connaissais pas la situation française pendant la guerre ici. Et plus tard, quand nous sommes réconciliés, quand il a connu mon mari, il m'a expliqué qu'en France, il y avait une collaboration, qu'on n'aimait pas les Juifs, et qu'il y avait des Français qui collaboraient. Et étant donné que mon mari n'était pas juif,
et que je faisais des choses dont je n'étais pas consciente. Et puis donc, c'est bon, on s'est réconciliés. Il a beaucoup aimé mon mari. Et tout allait très bien. Et nous avons 2 enfants ensemble, 3 petits-enfants. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut revenir juste au moment où... Comment est-ce que vous m'avez parlé de Toucha, vous l'avez Oui. retrouvée, vous m'avez dit qu'elle s'appelle Hélène. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous l'avez retrouvée et eu de ses nouvelles à nouveau? Très longtemps après. Plusieurs années après, par quelqu'un qui venait d'Allemagne et qui était dans un centre d'accueil avec eux. J'essaie de rassembler mes souvenirs. Et qui m'a dit, voilà, j'ai vu Victor et Toucha, et ils attendaient de partir aux États-Unis. J'ai donc perdu tout à fait la trace. Et puis, un cousin à ma mère qui a survécu la guerre, qui est à Plaszow aussi, et qui est parti aux États-Unis et qui les a rencontrés là-bas, leur avait dit que je survécu. Et c'est comme ça que je suis rentrée en relation avec eux. Et paraît-il que Toucha lui a dit, si Frania elle a survécu, alors vraiment les miracles, ça existe. Alors, tout ça, c'était des rencontres pendant plusieurs fois aux États-Unis, où j'ai su certaines vérités que je n'ai pas su avant. Parce que eux, ils m'ont raconté les fonctions de mon frère aîné qui avait dans le camp. Il faisait partie de la résistance intérieure de Plaszow avec une résistance extérieure. C'était, paraît-il, des résistants socialistes polonais. Et ce que je n'ai pas dit dans mon témoignage, parce qu'on ne dira jamais tout, c'est qu'après le typhus, j'ai eu une série de piqûres de calcium que mon frère se débrouillait pour que ces piqûres soient faites par quelqu'un qui faisait partie de la résistance, un infirmier de la Krankenstube. Et moi, il m'a surtout défendu de raconter ça à qui que ce soit, même à Toucha, de me rendre tous les jours à l'infirmerie pour me faire ce genre de piqûres. Alors mon frère m'a raconté, comme il travaillait à l'extérieur du camp, que c'est un ingénieur qui dirigeait leurs travaux, qui passait, qui demandait « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Eisenbach ?» Et qu'on l'a envoyé vers mon frère. Et que mon frère, soi-disant, il aurait dit qu'il est fils de Maximilien Eisenbach, c'est comme ça que mon père se faisait appeler. Et que la personne aurait demandé « Est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre parce que je dois de l'argent à votre père ?» C'est la vérité que mon frère m'a donnée pour me rassurer, pour me tranquilliser, pour ne pas raconter ce que lui il faisait parce qu'à aucun prix on devait savoir que lui il faisait partie de la résistance. Et Victor, le mari de Toucha, c'était la même chose.
Alors, la vérité que j'ai appris aux États-Unis après, parce que j'ai rencontré tout ce petit réseau de Plaschow, et eux, ils m'ont raconté la vérité que c'était par les résistants. Et je n'ose même pas dire ça, mais tant pis, je vais le dire. Victor, il prétend que cette résistance polonaise avait des contacts avec Schindler et que c'est Schindler, dans un voyage en Hongrie, qui s'est procuré ce genre de piqûres. Et c'est comme ça que moi j'ai eu ces piqûres. Mais je ne vous garantis pas la vérité. Tout ce que je sais, que ces piqûres, je vois encore cette boîte. Elle était ou grise ou bleu foncé. C'était marqué calcium sans dose. Sans dose. Je sais maintenant que c'est un laboratoire suisse. C'est un peu décousu mon témoignage, mais voilà les... Et est-ce que, enfin, j'imagine que c'était difficile d'arriver en France sans parler français. Est-ce que, au bout de quelques mois, enfin, vous espériez revoir votre frère? Comment est-ce que vous avez réalisé qu'il ne rentrerait pas de toute façon? Oh oui, quand on s'est rencontrés avec d'autres déportés, on savait qu'on est des survivants et qu'il n'y aura pas d'autres survivants. Bien sûr que j'espérais. On espère toujours. Je me faisais du cinéma. Je me suis dit, mon père, lui, peut-être, il a pu essayer de s'évader, de partir en Russie. Parce que la Pologne, dans le premier temps, était partagée entre les Allemands et les Russes. Et aux États-Unis, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont traversé cette frontière et qui ont survécu en Russie et qui connaissaient mon père. Et j'ai demandé si... Pendant des années, j'attendais, moi, une survie de quelqu'un. Mon frère, je savais par Victor qu'il n'a pas survécu. Votre frère aîné? Mon frère aîné. J'ai obligé Victor de me dire la vérité parce que Victor était à Mauthausen avec mon frère. Et je l'ai obligé de me dire la vérité. Il ne voulait pas me dire la vérité. Et je l'ai obligé. Et un jour, il m'a dit qu'il est mort 1 mois avant la fin de la guerre, qu'il refusait toute nourriture parce que Frania n'était plus vivante, qu'il n'avait aucune raison de vivre. Et pourquoi il a dit ça, moi je sais. Parce qu'au moment où mon père a quitté la maison, quand il nous a dit au revoir, il s'est adressé à mon frère et lui a dit « Tu surveilles surtout Frania ». Et il lui a dit « Tant que je vivrai, elle vivra ». Mais à l'époque, il ne pouvait pas prévoir ce qu'il allait se passer. Et pour lui, moi, il savait que je suis partie en Auschwitz. Lui, il savait ce qui se passait. Lui, il n'avait plus d'espoir pour vous. Il n'avait plus aucun espoir. Dans l'état où j'étais, malgré les piqûres, il savait.
D'ailleurs, à Plaszow, on disait que personne ne survivait à Auschwitz. Donc, je sais les raisons pourquoi lui, il s'est laissé mourir. Et alors, je voudrais juste vous poser, enfin, c'est un petit peu en dehors les questions sur le témoignage. Depuis quand est-ce que on dit beaucoup que les anciens déportés on leur a pas posé de questions au retour de la guerre, on les a pas entendus. Et quand est-ce que vous avez pris conscience qu'il fallait témoigner? Quand est-ce que vous avez voulu témoigner? C'est très facile de vous répondre. Lorsque on nous amenait du complexe de Birkenau, du crématoire et chambre à gaz, vers le chemin de Birkenau du camp, on croisait un autre groupe qui allait vers les chambres à gaz. Et on voyait, c'était des gens qui étaient plus morts que vivants. Et il y avait une femme, quand on s'est croisés, une femme qui a levé le bras et elle a crié « Si vous survivez, racontez au monde ce qu'ils nous ont fait ». Et je n'ai plus pensé à ça. Et au moment où j'ai vu la liste de Schindler, le film, cette image m'est revenue. Donc c'est intéressant. C'est il y a 10 ans à peu près. Oui. Et je me suis dit, il faut que je raconte ça. Et on commençait à parler du problème. Moi, je croyais qu'on ne pourra jamais, personne ne pourra mettre en image ce que nous avons vécu, ce qui est vrai. Mais ça se rapprochait tellement, j'ai tellement ressenti cette atmosphère, toute cet itinéraire que j'ai vécu là-dedans. J'ai tellement reconnu des gens qu'on présentait dans ces films que je me suis dit comment ce Spielberg est capable de faire un tel film. Et en plus, c'est à partir de là où on a osé, nous, entre les anciens déportés, à évoquer un petit peu notre poids. Votre histoire, hein. Oui. Et on cherchait à savoir ce que les autres ont vécu, à savoir qu'il y avait d'autres camps, à se renseigner un petit peu sur notre histoire. Et c'est là où j'ai pris contact avec des associations de déportés dans la région où on vit. Et quand on a présenté aux scolaires la liste Schindler, il y avait un résistant qui a organisé ça. Pour les scolaires, c'était demi-tarif. Et à la fin de la semaine, pendant toute une semaine, à la fin de semaine, c'était pour les adultes, pour les parents. Et cette personne cherchait comme avec une bougie quelqu'un qui connaît une situation de Plaszow sans penser qu'il y a un survivant dans la région de Plaszow. Et comme moi j'ai parlé à l'association de mon parcours, la présidente
Et lui dit, bah écoute, on a parmi nous Frania, on m'appelait Françoise à l'époque, pour franciser un petit peu. Elle a été à Plaszow. Et lui, il me dit, est-ce que tu es capable de faire un témoignage samedi soir pour les adultes, pour le grand public? Et moi, je dis, mais j'ai jamais fait ça, mais je ne serais pas capable, je ne mourrais pas, je ne pourrais pas. Et je l'ai fait. Je l'ai fait avec un micro devant toute une salle. Et puis ça a démarré là. Et après, j'ai fait à Geoffroy-Lanier un soir, une soirée qui est organisée avec des journalistes, avec des, je ne sais pas, des historiens. Et il y avait Antoine Spire. Et je commençais à avoir des tas de fiches qui m'arrivaient pour que je donne mon adresse. Voilà. Et là, je vais vous raconter encore, si vous permettez, une chose incroyable. Quand des gens prétendent que ça ne peut pas exister, eh bien, il y a des choses incroyables qui ont existé. Figurez-vous que après cette séance, il y avait tout un attroupement autour de moi. Mon mari était un petit peu affolé parce que c'est lui qui était chargé de donner mes coordonnées. Et puis, il avait peur pour moi que je ne tiendrais pas le coup. Et dans le public, il y a quelqu'un, le bras levé, qui criait « Moi, je te connais, moi, je sais qui tu es. » Alors, comment elle a su qui j'étais? Parce que j'ai dit le nom de mon père, parce que j'ai dit le nom de ma ville, mais je n'ai pas réalisé ça tout de suite. Et elle me dit, j'ai connu ta famille, je connaissais ton frère, et j'ai la photo de ton frère dans mon sac. Et elle sort la photo de mon frère, et elle me donne cette photo. Et dans la bousculade, dans la cohue, je lui dis, donne-moi ton adresse, ton numéro de téléphone, qu'on puisse prendre contact. Et elle me dit, non, donne-moi le tien, c'est moi qui va te rappeler. Et mon mari lui donne un collant avec l'adresse, avec les coordonnées. Oui. Et il se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas de nouvelles, rien. Et moi, je ne vivais plus, je me posais des tas de questions, mais comment? Vous ne saviez pas qui c'était? Elle ne vous avait pas dit qui elle était, comment elle avait... Oui, mais elle m'a dit comment elle s'appelle, mais pour moi, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien. Et puis un jour, on se trouve encore, peut-être bien Geoffroy-Lanier à nouveau, dans une, je ne sais pas, dans une invitation. J'étais invitée par un certain Saban. Et passé un monsieur qui vient vers moi et il me dit « Je suis le beau-frère de la dame qui t'a donné la photo de ton frère. Jetez-moi aussi
à Plaszow. Et j'étais capot, mais j'étais un capot gentil. Là, j'étais glacée. Pour moi, il n'y avait pas de capot gentil. Mais il nous a quand même donné son numéro de téléphone. On s'est rencontrés. Je voulais pas lui dire que son beau-frère était capot. Je ne sais pas si elle était au courant ou pas. Elle m'a dit que du bien de son beau-frère. Elle était veuve. Elle venait perdre son mari. Et est-ce que, en la montrant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez récupérée ou comment elle est parvenue jusqu'à vous? Voilà, je vous l'attends. Merci beaucoup. Voilà ma petite famille qui n'est plus. Je suis la seule survivante et cette photo m'est parvenue du Brésil où mon père avait 2 sœurs. Voilà. Donc, vous l'avez récupérée par une de vos tantes qui vous l'a envoyée. Voilà. D'accord. Ouais. Ben, je vous remercie. Je tiens beaucoup à ce que cette photo soit avec moi. Je vous remercie de votre témoignage. Merci.